Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au vidéo-randière du samedi de la semaine du 10 décembre 2016. Déjà rendu à la numéro 50 sur 52 semaines de l'année. La voix que vous entendez, celle de Richard Glenn à la conception et animation, l'ésotéristes du Nouveau Monde. Notre invité Yann Vadnais en studio, représentant du groupement Garpan, et nous aurons extrait des archives d'ésotérisme expérimental Jean Ferguson, Claude Macduff, ainsi que Jean-René Dufort, pour nous parler des pionniers de l'ufologie au Québec. Ne manquez pas de lire par après le complément de Gilles Surprenant, intitulé Complément Surprenant, et la version audio en MP3 fournie par M. Jean-François Poulin. Au montage de l'image, Denis Jean, qui a un blog très intéressant sur l'insolite de l'actualité de la planète Terre. À la régie, Spirale, supervision technique, Steve Zuniga. C'est une production Orandia Phoenix. Et dans Orandia TV sur YouTube, dans la liste des vidéos, la nouveauté cette semaine, c'est la conférence donnée par M. Bernard de Montréal lors du lancement de son livre « La genèse du réel », qu'on peut retrouver aussi dans la salle du Club Créé. dont voici la page du site régulier d'ésotérisme expérimental pour le Club Créé. Et Bernard de Montréal, première partie, son livre, le premier livre, La genèse du réel. On l'écoute un instant. Du peuple. Mais avec les années, et c'est ce qui se passe présentement, nous verrons que le peuple spirituel québécois deviendra de plus en plus intelligent dans sa spiritualité. Donc, le peuple québécois sera un des premiers peuples sur le globe à comprendre l'invisible, donc à comprendre les lois de l'homme, donc à comprendre la mystification de la spiritualité, pour entrer dans la compréhension objective, réelle de l'invisible, ce qui amènera éventuellement ce peuple, à long terme, à pouvoir se définir comme étant une nouvelle représentation d'une conscience collective sur un plan matériel à l'échelle d'une nation. Pour ceci, il fallut que le peuple soit au début spirituel. Le peuple québécois a beaucoup souffert de sa spiritualité. Ça lui a créé une grande insécurité psychologique. Ça lui a créé un complexe d'infériorité énorme. Donc, l'aspect négatif de cette incarnation va aussi le servir sur le plan positif, dans ce sens que, à partir du moment où l'homme, le Québécois, aura réalisé qu'il vit une très grande proximité avec l'avenir du mental, sa spiritualité, qui dans le passé était une forme décadente de spiritualité, deviendra une forme croissante d'intelligence déspiritualisée. Et à ce moment-là, le peuple québécois sera un grand peuple spirituel, mais non pas dans le sens mystique, religieux d'antan, mais dans le sens créatif, philosophique, métaphysique, ésotérique, occulte de l'avenir. Du Club Créé. Et maintenant, nous sommes au mois de décembre. Pour cette émission, nous sommes en présence de Yann Vadnais. Bonjour Yann, bonsoir. Bonsoir à tous. Ben oui, alors tu faisais partie de l'organisation du congrès UFO 601. Oui, une belle réalisation commune. En tant que président, fondateur du groupement Garpan, dis-moi donc, qu'est-ce que le groupement Garpan? Répète-le encore pour la énième fois. Bien sûr. Le Garpan, c'est le groupe d'assistance et de recherche sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Et puis, je suis le directeur. Nous ne sommes pas une association, donc il n'y a pas de président. Ah. C'est une compagnie à la base. Et puis, nous avons une division d'investigation et puis la maison d'édition. Alors, on travaille sur plusieurs aspects. Et c'est à force, la maison d'édition, parce que je pense que depuis si peu d'années que ça existe, le Garpan, vous avez déjà publié combien de livres?
Moi, c'est une douzaine de livres en 2 années, mais à vrai dire, ma force initiale, c'est vraiment l'investigation. Je me suis d'abord distingué de ce côté-là. C'est la 7e année que j'ai fait des investigations, tous les années avec des bilans annuels. Et puis, on a reçu François Bourbeau il y a quelque temps. Ben oui. Et c'est là où tu as fait tes premiers pas en ufologie concrète, là, à l'école de OVNI Alert. Tout à fait. C'était une Ou formation. la CCUQ, mais c'était devenu OVNI Alert. OVNI Alert, le réseau OVNI Alert depuis 1985. Alors même en 2010, l'année où j'ai fait cette fameuse formation-là de 100 heures, ce qui est vraiment remarquable, nous avions fêté durant l'été le 25e anniversaire d'OVNI Alert en commun, tout ça. OK. Ça, c'était offert par François Bourbeau. Oui, il y avait même eu Luc Larochelière qui était venu. Ah oui? En tout cas. Et puis, oui, c'est bien là que j'ai fait mes premières armes, mes premières découvertes. François, c'était un très bon ami à l'époque, quant à moi. Je l'appelais toujours maestro ou patron, parce que c'est de lui que je recevais les ordres. Il était le grand chef. Ben, on apprend auprès de ceux qui sont là depuis T'as longtemps. aimé l'émission où il a participé? Il était assis dans ce fauteuil-là, juste là, justement, à côté, pas tellement loin de toi. Tu l'as aimé? Ben oui, ça faisait des mois que moi, je te suggérais d'essayer de le revoir. Tu l'as finalement eu. Ça faisait après tout 5 années que nous l'avions pas entendu de façon publique. Alors, c'est intéressant de voir où il en est rendu, puis que ses prochains projets, Il on avait l'encourage. participé quand même à une réunion organisée par le MUFON là, en 2016. Tout à fait. Mais pour la télévision, c'était sa première réapparition après 5 ans. Il fallait le faire. Depuis sa prestation, tout le monde en parle. La fameuse fois où il avait dit, si vous voyez un extraterrestre, tirez dessus. Au moins, on aura un cadavre, puis on aura une preuve scientifique. Comme s'il n'y avait jamais eu de cadavre d'extraterrestre dans des écrasements de soucoupes volantes. Mais ça, c'est pas officiel, hein? Mais il faut pas s'attendre de la part des autorités d'avoir quelque chose d'officiel. Puis même si quelqu'un tirait un extraterrestre, ce que je pense pas être une bonne idée, là, hein? On s'attirerait des foudres, tu sais. Mais c'est déjà ça. On est vu comme des très belliqueux, les êtres humains. Et souvent, dans des cas de descente de soucoupe volante ou d'êtres qui en sortaient, la première chose, c'était de sortir la carabine puis tirer dessus. Mais à cet égard, c'est sûr que l'envers de l'histoire, c'était le montage fait par l'émission. M. Bourbeau avait parlé quand même pendant 45 minutes, puis ils ont réduit ça au minimum, ils ont gardé les points saillants. Mais dans ces dossiers, il y a bien un dossier que j'aimerais que François nous présente un jour, qui nous a déjà raconté en classe, mais j'ai jamais vu le dossier en tant que tel. Okay. C'est supposément à Saint-Hyacinthe, des 2 policiers qui auraient tiré sur une soucoupe volante, puis ça leur aurait sonné métallique. Alors, si c'est le cas, c'est un dossier qui mériterait d'être connu. Ben, j'espère que c'est métallique d'une certaine façon. Tu sais, on les appelle les soucoupes volantes de tôle. C'est pas pour rien. Ouais, c'est tout un dossier. Alors, tu sais que François Bourbeau revient le lendemain de son anniversaire, qui est le 14 janvier. Il va être avec nous samedi, le 15 janvier. Qu'on se le dise, là, ça va être une belle rencontre en janvier. On va débuter l'année ça va être à peine débuté. On va être avec François Bourbeau. Et là, on va montrer les passages où François, avec tous les ufologues de la belle époque, moi j'appelle ça comme ça, là, à l'époque des années 80 jusqu'à 92, c'était une collégialité de l'ufologie. Toi, tu es un petit nouveau, là. Et comment tu te sens dans l'ufologie? Là? Il y a le MUFON, il y a la CCUQ de François Bourbeau. Là. C'est pas ça qui est... Non, il l'appelle encore OVNI Alert? Oui, bien sûr. La CCUQ n'existe plus depuis 1985. Alors, c'est l'Association québécoise d'ufologie. Oui. L'AQU. Ben oui. De Gilles Milot, entre autres. Donc, il y a quand même... Et il y en a peut-être d'autres petits mouvements. Est-ce que tu en connais d'autres? Oui, il y a le Zone Parallèle de Carole Lauzé. Il s'occupe d'ufologie? Oui, et Carole Lauzé est une des investigatrices les plus actives depuis 2-3 ans. Elle est dans les tops de celles qui ont fait le travail sur le terrain. Ça mérite d'être souligné. Puis pour répondre à ta question, bien, ça complétait bien cette année-là du cinquantenaire, 2016. Tu as pu refaire sortir le monsieur dont nous venons de parler, mais aussi dans l'ensemble des groupes, l'année 2016 a été une année exceptionnelle. Quand on retourne pré-2009, l'an 2000 et 2009, oui. Il y avait eu très peu de choses publiques. C'est sûr, l'AQ était toujours présente avec des soupers mensuels, mais très peu de publications de livres, très peu d'événements, alors que depuis 2009, c'est ce que j'ai essayé de prouver dans mon livre, c'est le renouveau de l'ufologie du Québec. Puis en cette année 2016, tous les groupes se sont bien illustrés. Ils ont tous eu leur chance de pouvoir faire des événements ou de passer dans les médias pour se faire connaître.
le livre dont on parle, c'est celui qui est ici, justement, devant tout le monde. Alors, ça s'appelle « Les 50 ans d'ufologie civile au Québec » de 1966 à 2016. Et c'était un argument pour, justement, faire le fameux congrès UFO 601. Oui. Alors, on le voit maintenant de plus près. Et on voit les pages couvertures de quelques livres qui ont marqué cette époque de l'ufologie, que j'appelle, encore une fois, la belle époque de l'ufologie au Québec. Mais toi, tu es en train de redonner un nouveau souffle et ça met de l'énergie dans l'ufologie, des mouvements plus anciens. Mais il y a plusieurs nouveaux souffles. Il y a plusieurs nouvelles personnes qui ont déjà fait leur map et puis qui ensemble, ça donne une prestance à l'ufologie du Québec qui se fait de plus en plus sentir au niveau francophone européen. Oui. Et puis nous espérons continuer à développer le dialogue avec les Canadiens, ce que j'ai pu faire en publiant deux livres avec Chris Rutkowski en début d'année. Dis qui est Chris Rutkowski? C'est celui qui est ufologue au Manitoba, qui à tous les ans donne de l'information publique et le journal La Presse, entre autres, se fait un honneur de toujours dire les rapports ufologiques de l'année dernière, etc. Et rappelle-nous celui qui a présenté pour 2016, qu'est-ce qu'il disait, Chris Rutkowski, justement? Bien, c'est pour le Canadian UFO Survey. Ça existe depuis 1989. Il était concerné, là. C'est-à-dire? Qu'il a laissé entendre que il y avait eu plus d'observations dans la province de Québec et même de la région de Montréal que partout à travers tout le Canada. Oui, ça c'est pour l'année 2015. En effet, il y avait eu beaucoup de signalements. C'est ça. Mon explication, c'est à cause que les groupes ufologiques avaient fait plusieurs fois les manchettes dans les médias. Alors, les années où que les groupes ufologiques sont dans les médias, c'est là qu'il y a beaucoup plus de signalements. En tout cas, en ce qui concerne le Québec. Dis-moi donc, Christian Page, est-ce qu'il y a un mouvement ufologique, lui? Présentement, là, est-ce que... Non, le dernier mouvement ufologique de Christian Page, après avoir parti sommairement le MUFON au Québec pour la première fois en 1991-92, tâche qu'il a gardé très peu de temps, il a parti son groupe l'OSIP, l'Organisation de compilation et d'information sur les phénomènes étranges, qu'on peut voir sur sur le bandeau qu'on voit là, au-dessus de ta tête. Là. Oui. Mais pour terminer avec Chris Rutkowski, l'ensemble du renouveau du Québec, bon, après on mélange plusieurs idées. Je voulais juste dire que deux des livres que j'ai pu publier avec lui, c'était le catalogue des traces au sol du Canada, regroupant 200 signalements. Un livre que lui-même a dit n'existe même pas pour l'ufologie américaine. Il n'y a pas un livre où tu as tous les cas de traces au sol des États-Unis. Au Canada, on aurait été le premier. C'est un travail qu'on a fait en commun. Et puis aussi, j'ai traduit en début d'année la fameuse étude statistique la plus importante du Canada. C'est ce qu'on trouve dans ce livre-là, les 50 ans d'ufologie civile au Québec. Non, cette année, j'aurais publié 3 livres de référence, là, en tout cas. C'était les 2 autres, pardonnez. OK. Mais est-ce qu'ils ont été publiés, ces 2 livres-là dont tu parles? Oui, mais je t'en ai pas encore fait une copie gratuite. Ben oui. Je ne l'ai pas encore offert. On se fait des échanges. Là, il faut que je vous dise, là, mesdames, messieurs, que j'ai accueilli Yann Vadnet chez moi quelques jours. Et il en a rapidement profité pour regarder toute ma collection de livres en ufologie. J'en ai énormément aussi en d'autres choses, en ésotérisme, en technique de médecine douce et toutes les autres choses. Mais, moi, j'en ai profité aussi parce qu'il a mis de l'ordre dans tout ça. Et as-tu trouvé des perles rares dans les livres que j'ai, des choses intéressantes? Bien, oui. Entre autres, pour le livre des 50 ans, j'ai travaillé pendant 2 ans pour faire ce livre-là de travail historique, en prenant des avis et de l'information auprès des autres ufologues du Québec. Oui. Mais malgré tout, tu avais 3 petits livres ici que personne d'autre avait concernant l'ufologie du Québec, d'importance mineure, mais... Quand même, hein? Comme ça, je pourrais le rajouter à l'ouvrage. Du Québec? Oui. Publié par des Québécois? OK. Ben écoute, on va profiter de l'occasion pour entendre un ufologue québécois. D'accord. Qui est mémorable, je pense que tu l'as bien aimé aussi. Il s'agit de M. Jean Ferguson. Et j'ai pensé, moi, au départ, que c'était peut-être le premier ufologue, parce que déjà dans les années 50, il faisait du travail de terrain. Mais il n'y avait rien publié avant, malheureusement, après Henri Bordelot. Les livres, pourquoi tu dis les 50 ans d'ufologie civile du Québec, c'est parce qu'en 1966, ça a été le premier livre publié par Henri Bordelot. Il connaît-tu où est-ce qu'ils sont mes livres maintenant? C'est lui qui les a placés dans l'ordre. C'était un tout petit livre, comme on peut voir.
Oui. OK, montre bien. Oui, c'est ça. J'ai vu des soucoupes volantes. Oui, c'est... Avec sa propre observation sur la couverture. Une brochure. Ah, ben, attends un peu, montre ça. Prends le temps. Alors, évidemment, c'est discontinué. Ça n'existe plus, ce livre-là. On ne le trouve plus dans les librairies. Ça Si vous en voulez une copie, Richard en a 3. Faites-lui un prix. Ah oui, pardon. Oui, je n'ai pas pensé à ce côté-là, mais c'est lui, Henri Bordelot. C'est quand même un personnage dont il a donné au moins une entrevue à Radio-Canada, que Gilles, dans le complément surprenant, va ajouter encore une fois pour permettre à des gens de le reconnaître un peu. C'est lui, ça. Et puis, il y en avait deux autres qui ont été publiés plus tard. Hein. Tout à fait. Alors, je disais donc que nous allons retourner. Tasse ton fauteuil, parce que là, c'est toi qui caches la caméra. Ben oui. Et on va écouter Jean Ferguson. Lui, il m'a touché profondément dès les débuts de l'ufologie et au début de mes émissions, parce qu'il a accepté de venir sur mes émissions. C'est un conteur né. Il vivait dans le bout de Val-d'Or, dans le Témiscamingue, dans le nord-ouest du Québec, avec des Indiens, des Amérindiens. Et il a publié quelques livres, dont le premier qui est vraiment, ça dit tout, sur les soucoupes volantes, tout simplement, c'était le titre. Alors, on va l'écouter. Très bien. C'est un document exceptionnel que tu n'avais jamais vu, hein? Que tu ressors pour la première fois de tes archives. Oui. Et toi, tu n'avais jamais rencontré Jean Ferguson, tu l'as jamais vu avant. Je l'avais jamais entendu. Ben, on y va. Allons-y. Je suis un historien du phénomène plutôt qu'autre chose. Hein. Alors, je pourrais par exemple venir essayer de faire croire aux gens dans la théorie des visites extraterrestres. C'est pas ça du tout mon but. Alors, je suis simplement ici pour donner le point de la question. Et puis, parce que dans ce domaine-là, c'est tellement difficile. On est toujours dans dans un phénomène tellement compliqué que on peut pas. On part de la réalité pour aller vers l'irréalité. Alors, c'est toujours très mal perçu dans certains esprits. Donc, il faut absolument partir d'une base très simple, c'est-à-dire qu'on fait l'historique de certaines enquêtes et libre aux gens de croire. Quoique c'est pas la bonne attitude. Moi, je crois pas qu'il faut croire. Je crois qu'il faut se garder une liberté d'esprit, là. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Rester juste au milieu. Ça serait ça qui serait l'idéal, d'après moi. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes et nous resterons toujours, je pense bien, dans une certaine ignorance de ce qu'on est nous-mêmes. Alors imaginez percevoir un monde qui probablement et très sûrement vient de temps en temps explorer la Terre. Et ce qui est tellement extraordinaire, c'est qu'il faut dire aussi à un moment donné, c'est qu'on est devant des êtres... s'ils existent, là, je pars d'un postulat, là, on commence à parler. Il faut bien partir d'une base quelconque. S'ils existent, sont tellement supérieurs au point de vue technique, en tout cas, à ce qu'on peut concevoir, que pour nous autres, ils passent presque inaperçus. Alors, et c'est assez normal aussi. Je vois pas du tout les... Lorsqu'on a vu, par exemple, les premiers Américains sur la Lune, évidemment, certains récits extraterrestres nous ont paru beaucoup plus intelligents. On avait plus envie d'y croire. Mais comment de zone de notre conscience qui est plongée dans l'ignorance? Prenons seulement le début de l'homme. Hein? Quand on parle de l'homme, il est né où, il a fait quoi, on sait rien. Tout à coup, on recule de 2000 ans. Tout ce qu'on peut trouver, c'est évidemment des ossements, si on veut, mais on n'a pas la configuration de l'homme tel qu'il était au début. Alors, on a beau avoir toutes les théories, l'évolution, la non-évolution, on est toujours un peu perdu. Alors, quand on appréhende un phénomène qui est psychique, parce que beaucoup de témoins, je vais vous en parler là, à un moment donné, c'est quasi de la science-fiction pour nos esprits un peu pas habitués à ces choses-là. Alors, lorsqu'on commence à voir, à écouter, on est
presque perdu. En tout cas, je l'ai été, et puis je blâme personne de l'être. Il faut l'être, au fond, parce que la grande vertu de l'homme, je pense, c'est d'avouer son ignorance sur beaucoup de choses, beaucoup de points. Comment, Jean Fergusson, de votre côté, comment avez-vous commencé? Comment avez-vous débuté? Ça a été assez normal. J'ai commencé par trouver ça un peu ridicule, toutes ces questions-là, et très longtemps même. Et puis, tout à coup, il y a un bonhomme et une bonne femme qui sont venus me trouver, qui ont commencé à me parler de certaines choses, puis qui me disaient toujours, mais comment est-ce que ça a pu m'arriver à moi dans telles circonstances? Et alors là, j'ai commencé à douter de mes positions, et j'ai commencé ma première enquête, en fait, sur les phénomènes aperçus. C'est que toujours, on a cette idée, par exemple, que les traces physiques sont toujours difficiles à découvrir, ou si elles existent, c'est toujours dans un certain flou. Mais il reste qu'on voit à un moment donné des traces physiques qui ne permettent pas de nous tromper. C'est-à-dire que quelque chose s'est arrêté à un endroit précis. Je pourrais peut-être raconter un cas qui m'aiderait beaucoup à illustrer ça. En 1975, le 13 de février, c'était assez doux et chaud. Il est arrivé dans la région de Rouyn-Noranda, par exemple, un cas tout à fait incroyable d'humanoïde. Là, j'emploie des mots là, exprès là, pour provoquer un peu le scepticisme, puis après, on verra si ça vaut la peine d'y croire. Alors, on me téléphone parce que j'avais déjà mis mon nom, j'avais déjà fait quelques conférences en tant qu'écrivain sur d'autres sujets, alors ça allait très bien. Et puis, la personne me dit, c'était la mère d'une jeune fille, témoin en fait, qui me dit, bien, il est arrivé quelque chose à ma fille, puis je voudrais bien que vous veniez pour qu'on puisse commencer à en parler, mais j'ai dit, j'ai aucune qualité, madame. C'est quoi votre histoire, là? Ben, elle dit, il y a eu un extraterrestre. Bon, un humanoïde. Bon, tant pis. Alors, un humanoïde, c'est un être qui ressemble à un humain, qui a le comportement d'un humain, mais qui a des défauts physiques ou des différences physiques tellement énormes qu'on ne peut pas le classer dans la catégorie des humains. Donc, je pars en auto et puis je vais voir ça. Alors, c'était vers la fin de février que cette dame-là m'avait appelé, mais les choses s'étaient passées au début. Alors, voici ce qui arrive. J'arrive dans une famille. Des gens très... Redmaker, c'est un Allemand qui était émigré au Canada. Il y avait quelques 10-20 ans, qui avait travaillé dans les mines. Alors, des gens très sympathiques. Et puis, une jeune fille, une adolescente, 15 ans. Alors, très gentille, tout ça. Alors, elle me dit, voici, moi, je voudrais bien qu'on me rassure. Je vais vous raconter qu'est-ce que j'ai vu, là, puis on va voir. Bon. Alors, bien raconté, mais j'ai dit, moi, j'ai aucune qualité pour vous rassurer ou non. Moi, je suis absolument rien. Je suis égal à tout le monde, finalement. Alors, voici ce qui s'était passé. La jeune fille fêtait son anniversaire de naissance, avait des frères, évidemment, qui faisaient de la motoneige. C'est très normal, elle avait 2 frères. Alors, elle voulait bien en faire, puis sa mère disait, ben c'est trop dangereux. Tu sais, c'est toujours le problème des familles, hein, à 3 ou 4. Alors, finalement, elle avait demandé pour sa fête, son anniversaire, de pouvoir prendre une des motoneiges, faire un peu le tour de la maison pour commencer. Le père a dit, ça va. Mais fais attention, ne sors pas dans la rue pour telle raison. Alors, au bout de 10 jours plus tard, elle a dit à son père, ben là, je serais bonne, là, je veux y aller avec d'autres. Alors, il dit, écoute, là, ramasse-toi du monde, puis on va y aller. Alors, ils sont partis. Il y avait 8 ou 9 motoneiges dans un champ assez bon pour la neige et tout ça. Alors, à ce moment-là, voici ce qui s'est produit. Elle s'approche et à ce moment-là, elle est saisie par l'arrière, par quelqu'un qui cherche à la retenir. Alors, elle se dit encore une fois, ça, c'est mes frères qui veulent me jouer un tour. Ça, c'est toujours le truc, évidemment. Alors, à un moment donné, elle est très
très agacée. Elle dit, ben lâche-moi, ça va finir ton histoire, là. Tu m'as pas fait peur, ça finit là. Elle donne un coup brusque et à ce moment-là, l'individu qui la retient tombe dans la neige. Elle voit à ce moment-là quelqu'un d'assez petit, aux épaules très larges, un garçon peut-être, dit-elle, de 9 ans, aux épaules beaucoup plus larges que la normale, et elle va à ce moment-là se demander mais qu'est-ce que tu fais là? Et elle a un peu peur parce qu'elle se dit quand même pourquoi qu'il ne se relève pas rien et qu'il continue à tourner son visage vers moi. Alors elle va dans le coffre de la motoneige, prend une lampe de poche qui était là et elle l'éclaire assez pour voir évidemment que l'être en question cherche à se relever et n'y parvenant pas ou ayant une difficulté terrible de bouger dans la neige, il émet à ce moment-là une lumière. Ses yeux sont à peu près comme les yeux d'un chat, alors beaucoup plus gros et rougeoyants. Alors là, évidemment, imaginez la petite fille va sur a eu 15 ans, effectivement, 14-15 ans. Elle est très, très effrayée. Elle se dit, mais quoi, c'est un animal? Qu'est-ce que c'est ça? Elle échappe la lampe de poche et ne demande pas son reste. S'en va vers la motoneige et essaie de se rendre jusqu'aux garçons qui reviennent. Et puis, elle leur dit, il y a un petit fantôme noir au bord du bois. Alors, elle a eu assez peur qu'on doit l'amener, évidemment, chez un médecin qui, à ce moment-là, c'est assez grave pour qu'on puisse aller jusque-là. Maintenant, le médecin, lui, conseille aux gens d'appeler la police et puis il s'arrangera avec ça. Et 2 policiers font une enquête assez brève le lendemain matin parce que le même soir, il n'y en a pas question. Ce qu'ils trouvent, c'est évidemment les branches cassées et c'est le dessus des branches qui sont cassées à ce moment-là. Excusez-moi. Elle voit donc, c'est-à-dire les policiers voient les branches cassées, mais toutes sur le dessus des arbres, évidemment, des petits arbres qu'il y avait là. Et il trouve aussi un endroit dans la neige dégagé en rond, un peu comme une baigne, évidemment, c'est-à-dire que le milieu n'est pas dégagé, mais il y a un cercle là. Alors, ça les étonne beaucoup parce qu'on se demande pourquoi... D'abord, les 2 policiers m'ont dit à moi, en tout cas, qu'ils ne croyaient pas possible un trucage parce que c'était trop bien fait. Alors, ils vont prendre des photos et tout le tralala, là. Et Hélène Redmaker garde toujours sa version après bien des années. Mais ce que les policiers trouvent aussi, c'est que les traces du petit homme, là, en fait, qui est là, on va le voir à ce moment-là, quelques arbres plus loin, comme si un autre attendait. Et ça va vers l'endroit, là. Et là, les gens disent avoir vu pendant des jours et des jours, des cercles lumineux faire le tour de la forêt, etc. En tout cas, c'est un cas assez typique d'après moi. Évidemment, je vais encore donner des noms parce que je ne veux pas employer ici ce soir des histoires, des cas, si on veut, où il n'y aurait pas de nom parce que ça serait un peu gênant. J'aime bien les bons cas avec des noms. Ici, c'est un cas beaucoup plus incroyable qui est dans le domaine presque à la frontière de la science-fiction et qui est extrêmement intéressant parce que quand on a vu les gens, là, on est porté à croire leur histoire d'un bout à l'autre, et je la raconte tout de suite. Il s'agit de M. Hormidas Letellier, il y a peut-être une soixantaine d'années. C'est encore des cas de ma région, hein, je n'ai pas enquêté ailleurs tellement, mais en tout cas. Une soixantaine d'années. En 1939, janvier 1939, il faisait chantier au sud du lac Abitibi. C'était évidemment, quand on faisait chantier à l'époque, c'était parti pour longtemps. C'était un hiver très froid et très difficile. Les bois de sapin. Là, évidemment, je vous permets de rire, si vous voulez. Des petits êtres, donc, habillés d'une façon très serrée, avec des oreilles tombantes, comme à peu près celles d'un veau
des oreilles plus ou moins anachroniques pour un humain. Et c'est des tout petits êtres. Il y a à peu près 3 pieds et demi. Alors là, les deux hommes sont profondément surpris, mais disent qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Voyons donc, on est en train de rêver, on a trop fumé ou quoi? Alors, quoi qu'à l'époque, le tabac n'était pas bien dangereux. Alors, ils vont donc regarder à ce moment-là vers ces exactement 7 petits êtres qui vêtus de costumes sombres, brun sombre, bien serrés. Et c'est une petite bouche, évidemment, comme on a tellement décrit des êtres comme ça, on en a tellement décrit que c'est quasiment de la répétition. Et à ce moment-là, ce qu'ils vont voir aussi, c'est que les êtres ne les regardent pas du tout. Ils ont des grands yeux et ils s'en vont directement vers le chien. Mais le premier qui est là, évidemment, faut croire que sa face ne revenait pas trop au chien, qui se précipite dessus et finalement le mord terriblement jusqu'à le tuer, évidemment. Il s'agit de, je vous l'ai dit, d'être donc très mince, très petit. Et là, le métis, lui, regarde ça puis il dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? C'est le petit peuple. » Alors, vous avez entendu parler du fameux petit peuple, là, de l'Irlande, les petits hommes qui vivaient sous la terre autrefois. Il dit, c'est le petit peuple, il n'y a pas à dire parce qu'ils ne nous regardent même pas. Ils sont occupés à leur affaire. Alors, mais comment ça se fait qu'ils ne défendent pas un des leurs qui est mal pris? Alors donc, il va se lever, jeter une branche au chien qui s'en va en grognant, laissant sa proie là. Alors, les petits hommes, tout simplement, toujours sans les regarder, prennent une espèce de grand sac, mettent leur pauvre compagnon, celui qui était en avant, finalement, et continue. Alors là, le métis, il dit, on saute sur nos raquettes et on les suit. Moi, je suis sûr que c'est le petit peuple. En tout cas, il dit, on va suivre certainement, on chausse nos raquettes et on suit. À travers les branches, c'était pas tellement difficile, il n'y avait pas un bois très épais, donc on peut suivre un certain temps. Puis tout à coup, plus rien. Alors le métis se tourne vers Monsieur Letellier, puis lui dit, écoutez, là, je suis sûr qu'ils sont rentrés dans la terre. L'autre dit, voyons donc, rentrer dans la terre, ça se peut quasiment pas. Et ils vont s'approcher, puis c'est là qu'ils vont voir un immense trou dans la neige, et en même temps, une explosion terrible qui fait presque craquer la terre, selon leur expression, eux autres. Donc, après cette histoire-là, évidemment, lorsque leurs oreilles se débouchent et qu'ils peuvent supporter encore le bruit, là, ils sont complètement médusés. Ils disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ils s'en vont vers le camp, ils reviennent à l'endroit où le petit être a été mordu, et ils voient à ce moment-là un liquide brunâtre qui s'est répandu dans la neige. Ils vont ramasser aussi un morceau de ce qu'on pourrait appeler caoutchouc ou fin de tenue de combinaison. Ils s'en vont au camp tout excités, bien entendu. À l'époque, les histoires extraordinaires, il n'y en avait pas tellement. Ça fait que là, les hommes, le lendemain, même avant d'aller bûcher, vont voir qu'est-ce qu'il y a là. Ils ont dit, là, il y a du jus de pipe, c'est tout ce qu'on avait à terre. Alors, les deux se défendent, évidemment, du jus de pipe. Écoute, on aurait-tu été capable d'en mettre autant que ça? Voyons donc, réfléchis un peu. Mais enfin, il y a quelque chose qui se produit à ce moment-là qui est assez incroyable aussi. Ça, je l'ai fait vérifier par les 3 ou 4 témoins que j'ai pu rencontrer d'un bord à l'autre de l'Abitibi, parce que vous imaginez que c'est affreux faire des enquêtes comme ça peut durer 3-4 ans. Et le métis, on a essayé de le rejoindre parce que c'est lui qui avait le morceau de caoutchouc. Évidemment, on n'a pas été capable puisqu'il était mort à Salarsville, dans le nord de la Saskatchewan, mais on a reçu le morceau de caoutchouc qui semble très résistant, il n'y a pas de doute là-dessus. En tout cas, c'est une histoire typique qui chevauche évidemment la science-fiction et que moi je crois, telle qu'elle, je cherche même pas. Vous me direz, vous êtes naïf. Oh, oui, peut-être que je suis naïf, mais il y a certaines choses que j'aime à... Quand on rencontre ces hommes-là, et c'est pas des gens qui ont eu rien d'autre dans leur vie, on se dit une chose, on dit, oui, il y a une part de vérité, il y a même une grande partie de vérité, et puis, effectivement, tout s'est passé comme ça. Vous allez me dire, les histoires d'extraterrestres, c'est toujours un peu flou comme ça, c'est toujours un peu incroyable.
Moi, je dirais que il est bien entendu que des êtres venant d'ailleurs n'ont pas certainement la même mentalité que nous autres. Et semblent avoir beaucoup de difficultés, souffle péniblement. Mais quand il le voit, il voit M. Lemming finalement, il va sortir cette espèce de machin là, de sa ceinture, un bout de tuyau d'arrosage, comme on peut dire, et puis le pointe vers lui. Mais à ce moment-là, un autre petit homme vient à l'arrière, vient derrière, et puis lui aussi grimpe péniblement les quelques marches, arrive sur le palier, et puis il s'adresse en anglais. Remarquez que c'est étrange, hein? En français, c'est-à-dire comme s'il y avait une langue prévue pour le Québec, ou en tout cas, il y a d'autres cas. Il y a eu les cas, par exemple, du Mexique, où les êtres sont adressés d'abord en portugais, comme s'ils s'étaient trompés. Et quand ils ont vu que le bonhomme répondait en espagnol, le Mexicain, ils ont répondu aussi en espagnol. Or, ce bonhomme-là dit en anglais, « Qu'est-ce que vous faites ici? » En français, « Qu'est-ce que vous faites ici? » Alors, M. Lemming dit, « Mais je parle pas le français, moi. Il vient de l'Alberta, puis il est retourné d'ailleurs. » Alors, le petit être lui répond en anglais, « Qu'est-ce que vous faites ici? » Alors, il dit, j'ai vu la porte ouverte, puis je suis rentré. Vous êtes américain ou quelque chose comme ça. Enfin, on bafouille toujours dans ces circonstances-là. Alors, il dit, il lui dit un tas de choses là, pendant des heures où il le garde avec lui. Comment il échappe au radar en envoyant un onde contraire. En tout cas, des choses assez extraordinaires. Il faudrait lire à ce moment-là, en tout cas, un numéro du UFO Québec qui a publié ceci. Et même dans mon livre, j'ai laissé tomber les détails techniques. C'était beaucoup trop embarrassant pour raconter facilement. Et puis, il va le garder quand même quelques temps. Puis après, il lui dit, allez-vous-en, on s'en va. On est vos cousins depuis des siècles. On est séparés, mais ça fait rien. Chacun vit de son côté. Votre planète est invivable pour nous autres, comme la nôtre serait probablement invivable pour vous autres. Alors, remarquez que c'était bien avant les découvertes des Pioneers ou des satellites américains qui s'en vont explorer les satellites de Jupiter. Je vous dis que là, on en a eu des surprises. Hein? Ça tenait de la science-fiction. Europa, la dernière, là, c'est absolument... En tout cas, vous lirez les journaux, vous allez en apprendre beaucoup plus que je pourrais vous dire. Alors donc, ils vont dire, éloignez-vous aussi, parce que quand on va partir, ça fait une espèce de courant magnétique qui pourrait vous nuire. Et puis, ils s'en vont comme ça. Alors, ça, c'est une histoire plus facile à croire, parce qu'il a donné des détails très techniques sur l'appareil, comment elle s'est élevée, puis à quoi elle ressemblait, etc., etc. On pourrait continuer très longtemps. On a une autre personne au micro. Les gens que vous avez rencontrés, là, qui ont été témoins d'apparitions, peu importe comment on les appelle, est-ce que selon vous, ils ont tous gardé leur lucidité ou s'il y en a qui ont capoté? C'est des gens extraordinaires, je dois m'avouer ça moi-même. C'est des gens qui sont comme tous nous autres, enfin, ils ont des misères, mais c'est généralement des gens qui sont intéressants, qui sont vivants. Non. Donc, ils ne sont pas traumatisés? Ils sont traumatisés dans le sens que ça leur reste dans la tête. Dans le sens qu'ils ne peuvent plus l'oublier. Mais je veux dire, leur vie n'est pas changée pour tout ça. Ou ils n'ont pas vu une soucoupe volante une fois, ils en voient une autre fois. Puis non, ça finit. Il y a un rapport. Puis, enfin, moi, j'ai 9 ans d'enquête. Là. Je prends les premiers... non, il n'y a rien qui a changé dans leur vie. Sauf qu'ils sont plus portés à se poser des questions métaphysiques. Parce qu'ils se battent avec leurs voisins en disant « Imbécile, tu crois pas aux soucoupes volantes, t'es une nullité, puis va-t'en dans tes navets, t'es pas intéressant. » Puis il y a vraiment une bataille dans les petits villages, surtout. Dans les villes, c'est moins grand. Alors, ils sont plus capables de tolérer que les gens qui ont perçu, qui ont vu un phénomène extraterrestre, tolèrent plus que les gens s'en moquent, même par gentillesse. Il y a une espèce pas de fanatisme, mais une espèce de peine qui ne prennent pas ça au sérieux. Mais Jean Ferguson, est-ce que vous pourriez nous répondre à la question sur laquelle je vous laissais l'autre jour, à savoir,
Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui est devant un ovni ou devant un être extraterrestre? Est-ce que vous lui conseilleriez de s'approcher, d'essayer de communiquer? Non, moi, je ferais le chemin inverse, c'est-à-dire je m'en irais. Et le plus tôt possible encore. Parce que, voyez-vous, on est dans un cul-de-sac actuellement. Et je crois qu'on est depuis longtemps dans un cul-de-sac. On l'examine comme ça, là, du coin de l'œil, sans faire l'air de rien, pour pouvoir le décrire, mais de l'autre côté. Hein? Exactement comme quand on rencontre un ours, on ne cherche pas tellement à y donner la main. On a d'autres choses à faire de plus important. Alors, j'imagine que... D'ailleurs, ça nous donnerait absolument rien. Mais puisqu'ils peuvent communiquer dans toutes les langues, apparemment. Ah, ça, c'est des cas. Hein? Oublions pas que c'est 10% des cas. Si à ce moment-là, ça semble être des gens qui ont notre allure et notre physique, on peut toujours s'approcher si ça nous tente. Mais enfin, moi, je suis un peu peureux, je m'en irais. De toute façon, je sais que ça me donnerait rien. Parce que, regardez, même quand ils ont parlé, même dans le cas les Ming, ils lui ont tout expliqué un tas de choses, comment il échappait au radar, pourquoi il était nos cousins très lointains d'autrefois, là, dans le temps passé. Ça lui a rien donné, le pauvre homme. Il est parti chez lui, puis il n'y avait rien de plus. Sauf que ses voisins le prenaient pour un gaga ou un zaza, puis chaque fois qu'il passait, il faisait bip-bip. Alors, à part de ça, il n'a rien gagné. Je crois pas, hein? Jean Ferguson, écrivain déjà du livre Tout sur les soucoupes volantes, Les humanoïdes, je le répète, et le prochain livre qui s'en vient, qui portera le titre Énigme du temps présent. Toujours chez Leméac? Toujours chez Leméac, oui. Eh bien, pour cette soirée, je vous remercie au nom de tout le monde. Ouais, c'était tout un conteur, ça, Jean Ferguson. D'ailleurs, il faut l'appeler Jean Ferguson, pas dire John Ferguson. Hein, il insistait hein, parce qu'il tient à la langue française. Des fois, le vidéo, la qualité laissait un peu à désirer parce que, comme disait Yann Rodney tantôt, c'est des archives très, très, très anciennes. 1979, c'est pas d'hier. Qui n'ont pas été entendues depuis 1979? Peut-être à l'occasion, j'en montrais des petits bouts. Et d'ailleurs, l'intégrale de cette entrevue que nous accordait Jean Ferguson, si la qualité nous le permet, on en fera un document dans le club créé intégral qui dure 1 heure. On l'a écouté au complet, nous, et puis c'était fascinant d'un bout à l'autre. Je me reconnais beaucoup dans les choses qu'il a dites, à la fois dans son approche d'enquêteur. Il insiste sur le fait, non, présentez-moi pas comme un ufologue, mais il faut comme un historien de l'ufologie, ce qu'il avait fait durant très longtemps, avant de s'exprimer. Oui, parce qu'un enquêteur va plus loin que juste prendre le témoignage de quelqu'un et après ça, le raconter. Un bon conteur. Parce qu'un ufologue va aller chercher des traces, va faire analyser des sols, va faire des choses. Lui, il se contentait de prendre les témoignages et en général, c'est peut-être une qualité, c'est peut-être un défaut pour un ufologue, il croyait ce que les gens disaient. Puis il n'était pas là pour mettre en doute les paroles des gens. Si les témoignages qu'on a entendus tantôt, il croit à la sincérité des témoins parce qu'il se dit, écoute, ils n'ont pas des histoires à nous raconter puis nous faire croire des choses. C'est comme ça. Puis l'interprétation, il dit pas, c'est des extraterrestres. Il ne prend pas au pied de la lettre nécessairement l'interprétation du témoin, mais comme la plupart des investigations qu'il a faites, c'était dans son patelin. C'était des gens qui ne connaissaient pas l'ufologie, c'était parfois des métis qui vivaient reclus quasiment. Alors, lui, voyant l'ensemble des détails, comme nous, les investigateurs, on est habituellement submergé par un témoignage crédible. Nous ne saurons pas nécessairement ce que c'était ultimement, mais la sincérité du témoin est trop présente avec l'ensemble des nombreux aspects qui entourent un témoignage. Il y a souvent des témoins indirects, des traces au sol, des choses comme ça. Ça, Jean Cazot m'a marqué quand il disait... Jean Cazot disait que il y a un 6e sens qui se développe chez l'ufologue. Il se rend compte s'il se fait charrier par quelqu'un ou si la personne est en train de raboutiner quelque chose. La manière, tu sais, le langage non-verbal dont on parle souvent, là, tu sais, là, c'est vrai, il recherche dans sa mémoire certaines choses. Oui. Mais d'autres fois, il en sait trop ou il en dit trop pour que ça soit vrai. Tu sais. En tout cas, c'est peut-être vrai qu'il y a un 6e sens qui se développe. Au fil de l'expérience. Oui, c'est ça. Parce que les premières investigations d'un investigateur débutant, c'est que bien souvent, on se laisse emporter, on veut avoir nos premières grandes enquêtes, notre premier vrai cas de triangle, notre premier vrai cas de soucoupe volante, notre premier cas d'humanoïde, notre premier cas d'homme en noir. D'atterrissage, puis on les collectionne un petit peu au début, et puis avec le temps, on devient un petit peu plus critique.
Oui, c'est ça. Y a-t-il donc dans ton compendium, c'est un mot français qui vient du latin ou du grec, là, mais du compendium. C'est littéralement un tel compendium. Oui, un compendium, c'est un recueil d'éléments statistiques, etc. Tout le dossier de l'ufologie du Québec, c'est quand même génial. Hein? Ça comprend des chronologies, des tableaux, la première liste de tous les cas ufologiques avec référence bibliographique, c'est-à-dire il y a toutes les dates, et puis là, tel cas, Ouais. ben là, on sait que c'est dans tel livre à telle page, dans tel livre à telle page, et puis ça permet de mieux voir ce qui a été fait, mieux comparer les organisations, les Oui. Ah oui. Bravo. Hein. C'est un beau travail, vraiment. Je vais peut-être en montrer des extraits qu'on voit à l'intérieur, que c'est tout en couleur. Ben oui, on est en 2016. Oui, mais les gens qui veulent se le procurer, ils peuvent se le procurer assez facilement. Oui, tout à fait. Il suffit d'aller sur garpan.ca, qui est notre site, ou encore il y a un lien édition Garpan. Sinon, c'est shop.garpan.ca. Des livres que vous pouvez acheter à nos événements quand vous venez ou les commander par la poste. Le petit qu'on voyait tout à l'heure, il est 30$, tandis que le grand format, 8,5 par 11, puisque beaucoup d'images, des photographies qui ont été publiées nulle part On concernant voit les deux l'ufologie du modèles, Québec. là, les deux formats. Là. Il est à 45$ plus l'expédition. Oui. Ben, c'est des livres, j'allais dire, de collection. J'en profite pour dire, puisqu'on va écouter une prochaine vidéo, je sais qu'elle qui s'en vient. Alors... Ben oui, parce que tu as lancé le mot. Ben oui. Sceptique. Et on a eu un grand ufologue québécois qu'on pourrait regarder 2 secondes. On va l'écouter parler en tant qu'ufologue. On dira pas un grand ufologue, mais quelqu'un qui a laissé sa marque dans l'ufologie québécoise. Ben écoute, tu vas nous retrouver des livres, là, tu sais où est-ce qu'ils sont. Mais je là? parlais du fort. Non, pas tout de suite. On va commencer par aller voir Claude McDuff, OK, parfait. qui faisait partie du UFO Québec. Ah, ben oui. Tu as un des magazines Bien sûr. juste à côté de toi, UFO Québec, qui est un très beau magazine des origines, un peu. Je pense qu'on le voit mieux maintenant. Alors, ce magazine-là, c'était vraiment un magazine de l'époque de UFO Québec. C'est disparu, UFO Québec? Oui, il y a eu 30 numéros de 1975 à 1982, je crois, ou 81. Quand même. Et Claude McDuff en faisait partie. Oui. Comme Widow Oville. Avant de passer à la CCUQ et puis de devenir un sceptique du Québec. Ah, t'as lâché le mot encore. Ben oui. Claude McDuff est devenu sceptique. Il est décédé aujourd'hui et il est décédé en tant que sceptique. Incroyable. Hein? Alors, on va là d'abord l'écouter en tant qu'ufologue. D'accord. Claude McDuff. D'aller à une solution définitive parce que beaucoup d'éléments atmosphériques peuvent entrer en jeu. Mais lorsque l'on prend les coordonnées d'observation, la hauteur, l'altitude, les conditions atmosphériques, le ciel, la disposition du... Mais la boule de feu, est-ce que c'est une manifestation assez fréquente d'un ovni? On pourrait dire que le phénomène ovni, on aurait dit qu'il a presque subi un scénario vu d'avance, c'est que dans les années 40, 50, dans la guerre, c'était les Foo Fighters, des boules de feu vertes qui suivaient les avions et puis qui les entouraient. Ensuite, il y a eu les observations d'ovnis, de cigares allongés. Puis, au fur et à mesure que l'époque avançait, il y a eu typiquement les observations de soucoupes volantes et puis d'objets qui étaient beaucoup plus précises, des cas d'humanoïdes observés, puis qui, finalement, si on le reprend quand même dans le passé, on se remarque que peut-être des siècles dans le passé ou même des millénaires, ce même type d'observation revenait avec une même constante, à savoir les boules de feu ou les boucliers de feu, les anges, les célestes, et puis ça revenait constant. Alors, on dirait qu'il y a des constantes régulières comme ça dans le phénomène ovni qui fait qu'il s'adapte à la technologie ou du moins à la mentalité de la civilisation présente, dans notre cas, et puis qui fait qu'on le comprend mieux, mais avec des éléments de notre connaissance présentement. Mais il y a des constantes régulières, indépendamment des périodes de veille dans le phénomène ovni. On voit beaucoup de photographies d'ovnis dans toutes sortes de revues. Oui. Je me demande jusqu'où on doit mettre notre crédibilité dans ces... Dans le phénomène ovni, c'est l'aspect de la question qui est le plus souvent publicisé. Ça va de soi dans un journal, l'information, la photo. Là, on pourrait voir des... Mais par contre, c'est le côté peut-être le moins, je ne sais pas moins sérieux, mais le plus difficile à prouver authentique. Oui, c'est ça. C'est ça qui est on en regarde quelques-unes de ces... ça, c'est celle, justement, du journal La Presse, en première page. Mais voici dans des revues. Oui. Dans les revues spécialisées, ou du moins les revues en général,
Ça va de soi que pour faire la publicité, pour faire l'annonce, on va présenter des photos d'OVNI pour frapper. Mais souvent, en fin de compte, c'est juste pour le clin d'œil pour attirer. Mais le cas photographique, il y a quand même le groupe aux États-Unis là, qui se spécialise dans l'analyse complète du film, mais aussi de la pellicule initiale au point de vue spectrographie, les couleurs, la séparation des couleurs, le grain de la pellicule, le focus, les éléments qui peuvent apparaître dans la photo. Alors, cet aspect-là, par un groupe spécialisé, peut prouver jusqu'à un certain point que non seulement l'OVNI est authentique, mais le film aussi l'est, que ça n'a pas été un trucage, un montage. Puis c'est un des problèmes, d'ailleurs, dans le domaine de l'ufologie, des photos ou des films d'OVNI. Là, on voit les photographies prises par Georges Adamski. Et ça, ce sont des photographies lorsqu'il voyait des ovnis passer aux abords de la Lune. Là. Oui, on doit dire que Adamski, c'est un cas assez particulier. Depuis 30 ans qu'il est discuté, analysé, disséqué, je dirais presque. C'est presque devenu un cobaye de laboratoire Adamski en soi. Mais ça va de soi que ça peut surprendre à cause de ses caractéristiques. Mais je crois qu'on lui a fait vraiment trop, je n'ai pas trop de tort, mais on l'a voulu absolument le nier complètement son cas, alors qu'originalement, il doit être authentique. Il a dû se produire certainement des choses. Et puis, mais par la suite, étant donné que ça arrivait dans une période où le phénomène était bien populaire, il y a eu tout un enchaînement de circonstances qui a fait qu'Adamski est devenu presque une affaire commerciale. Et puis, c'est ce qui a dénaturé probablement son cas original d'observation, avec tout le cas de phénomène des Vénusiens beaux et puis qui venaient. Et puis, alors, c'est un aspect de la question dont il faut tenir compte, et puis qui s'est continué quand même au cours des années, qui s'est même transformé en cas de contactés de gens qui auraient été choisis par des extraterrestres et qui auraient une mission à remplir sur Terre. Mais là, on tombe justement, puisque le thème de l'émission est l'ésotérisme expérimental, on tombe à ce moment-là peut-être dans cet aspect-là de la question, à savoir jusqu'où la connaissance des anciens n'avait pas été, jusqu'à un certain point, peut-être apportée par d'autres créatures, d'autres êtres plus intelligents venus d'ailleurs, qui auraient apporté une certaine connaissance. Là, je crois que ça sera pas justement ce qu'on appelle l'ésotérisme. Sans parler de trucage volontaire, on pourrait peut-être parler d'erreur de jugement sur ce qu'on peut observer. Comme on voit maintenant à l'écran, un nuage. Puis il y a des gens nuages lenticulaires. Apparemment, oui, c'est un phénomène qui se produit assez rarement dans des endroits de vallées encaissées à cause des courants d'air qui se trouvent à tourner, à former un genre de cyclone et puis qui forment ce genre de nuages lenticulaires-là qui pourraient être confondus avec des ovnis. Et aussi s'il y a un éclairage plus ou moins approprié selon le soleil qui éclaire et autres. Alors à ce moment-là, les photos d'ovnis, que ce soit des nuages lenticulaires ou des phénomènes lumineux, sont les plus difficiles à trouver, disons, à analyser en détail lorsqu'ils sont rapportés à des groupements. Maintenant, on va vous présenter quelque chose d'assez surprenant. C'est un très, très court document filmé par un enfant d'une soucoupe volante qui passe au-dessus d'une autoroute. Alors, on l'observe ensemble, puis on va le revoir à répétition, peut-être 2-3 fois. Là, question de bien voir cet ovni qui s'en vient au-dessus de l'autoroute et qui passe. Alors, on le revoit ici une deuxième fois. Alors, au-dessus de l'autoroute, voici l'OVNI qui s'approche. Et on le voit même passer derrière les lampadaires. Et même des automobiles sur la route qui allument leur lumière rouge pour freiner, comme pour freiner. Et pourtant, il s'agit là d'un trucage. C'est ça. Alors, c'est pour vous dire à quel point c'est difficile. Hein? C'est vrai. Hein? C'est pour dire à quel point c'est difficile. Oui, le côté cinématographie, là, ne serait-ce que pour les films, au cours de ces dernières années-là, c'est tellement amélioré la technique que de plus en plus, justement, c'est difficile de pouvoir analyser non seulement une photo, mais lorsque les gens nous amènent des films, comme on voit des films animés, là, où on voit des ovnis qui ont toutes sortes de mouvements et autres, lorsque l'on connaît quand même une certaine technique, un photographe ou assez expérimenté peut monter un bon trucage et puis qui n'est pas apparent à vue d'œil pour même des gens expérimentés, mais c'est là qu'entre en ligne de compte l'analyse du document ou du film qui peut être fait, bien entendu, par des chercheurs spécialisés. On voit la façon dont on a procédé. On voit la petite caméra en bas, là, puis
Je tenais avec une baguette une petite maquette de soucoupe volante tenue par des fils de ligne à pêche. Et puis, on promène la soucoupe volante dans les airs, puis mon petit garçon essayait de la suivre. Hein. Ce qui prouve que quand les gens veulent falsifier un document, des fois, c'est beaucoup plus facile. Puis on réussit beaucoup plus facilement à monter quelque chose comme ça que filmer un ovni authentique, c'est plus convaincant. Si on peut le faire sur le plan physique, là, matériel, avec des photos truquées, on peut aussi falsifier des histoires. Oui, les histoires, ça va de soi. Mais c'est là que qu'il n'y a qu'un seul témoin, que les gens nous racontent leur récit, puis finalement, il n'est pas confronté ou il n'est pas comparé à d'autres, c'est difficile. Ça va de soi que l'expérience humaine, il faut tenir compte de ça aussi. Oui, Maurice, ça aurait une question à te poser. Oui. Disons que la réaction traditionnelle devant un ovni, c'est la peur, c'est l'angoisse. Et puis, je me demande si, de par les statistiques là, de toute forme d'apparition d'ovni, si réellement on a à avoir peur. Est-ce qu'il y a eu vraiment des tournures tragiques dans des rencontres extraterrestres? Les cas sont rares. C'est rare. Puis, assez bizarrement, ces cas-là qui seraient les plus, je ne dirais pas mortels, mais les plus dangereux pour les humains viennent surtout des pays, soit de l'Amazonie, l'Amérique du Sud, ou des endroits reculés comme ça. Je ne sais pas si on peut faire une relation de cause à effet, mais je dirais qu'en Europe et en Amérique, à part les cas d'enlèvement de gens qui ont subi une certaine examen à l'intérieur d'un ovni, mais qui ont été quand même ramenés sans trop se faire malmener, ça ne s'est pas produit vraiment. Mais là encore, on entre dans le côté le plus spectaculaire de l'affaire, quand on sait que des cas comme Betty et Barney Hill, ça a pris au moins 5-6 ans avant de pouvoir tout sortir les éléments dans lesquels ils étaient impliqués. C'est difficile à voir jusqu'à quel point il y a la part de vérité. C'est pour ça que la participation de psychologues dans la rencontre de témoins et puis des gens qui ont l'habitude de juger des réactions des autres, c'est utile quand il s'agit de faire une enquête ufologique. Il ne s'agit pas seulement de prendre le témoignage d'une personne ou de plusieurs qui nous racontent une histoire. Il faut essayer de tenir compte de toutes les composantes qui entourent le témoignage humain. On en a vu un petit peu Moi, j'ai trouvé une bonne valeur dans cette émission-là. Au moins, on a montré aux gens, justement, les moyens que l'on peut prendre pour falsifier ou du moins pour savoir reconnaître les faux ovnis des vrais. Puis c'est rare que c'est fait dans le cadre d'une émission comme ça, montrer l'autre aspect de la question, comment on peut falsifier le phénomène ou rapporter des manières qui ne sont pas de vraies observations. Bien, justement, là, tu m'amènes sur le titre de l'émission de la semaine prochaine, c'est l'ufologie et la science-fiction. Ah, ça, c'est un autre domaine très, très riche. Très riche, hein, oui. Oui. Et justement à cause de ces falsifications possibles, à cause du mystère qu'on entretient aux côtés du phénomène extraterrestre, ben, il y a beaucoup de choses qui peuvent passer. Juste pour terminer sur le sujet de l'ovniologie ou de l'ufologie, l'adresse du UFO Québec. Bon, l'adresse est UFO Québec, case postale 53, des Ormeaux. Autant pour l'information que pour rapporter des cas d'observation, pour prendre faire une première étape de rencontre des témoins et puis voir jusqu'à quel point le cas est authentique. Et puis, les gens peuvent garder l'anonymat s'ils le désirent. Ils peuvent être assurés que nous allons faire un travail Et c'est à cette même adresse qu'on peut s'abonner à la revue UFO Québec. Oui, c'est ça, pour le bulletin qui est publié tous les 3 mois. Bravo. Et de mon côté, je vous soulignerai le passage d'un personnage ésotérique très, très connu qui se nomme Bernard de Montréal, qui sera en conférence vendredi le 13 février au Sheraton Mont-Royal à Montréal, sortie métro Peel. On parle d'ésotérisme et plus spécifiquement du phénomène extraterrestre ce vendredi 13 février au Sheraton Mont-Royal avec Bernard de Montréal et j'en serai évidemment l'animateur. Alors c'était une première dans la région de Montréal pour nos gens qui sont habitués de nous voir depuis des années, depuis 4 ans sur la rive sud de Montréal. Soyez sans crainte, maintenant on est là au rendez-vous toutes les semaines. J'espère que vous y serez de votre côté. Je remercie nos invités de ce soir, Maurice Réaume, Denis Klein, Claude McDuff. Je pense qu'on se revoit la semaine prochaine. On continue sur l'ufologie. Hein? C'est ça. Et on va parler cette fois-là de ufologie et science-fiction avec d'autres invités qui s'ajouteront à nous pour aller encore plus loin dans cette recherche, non pas des apparences, mais de ce qui est ésotérique, justement de ce qui n'est pas apparent à première vue. Mais l'essentiel, et je le répéterai toujours, c'est d'être heureux avec ce qu'on a. À la semaine prochaine.
Nous sommes de retour en studio. C'était un court extrait de une des participations de Claude Macduff à l'émission Ésotérisme expérimental. À l'époque, il était ufologue. Hein? Bon, alors ce qu'il nous disait quand même, ça c'était non équivoque. Là. C'était intéressant de l'entendre nous parler d'ufologie. Il a publié plusieurs livres en ufologie, dont celui-ci qui est vraiment mémorable, hein, Le procès des soucoupes volantes. Et l'idée du procès des soucoupes volantes de Claude Macduff, c'était d'expliquer aux gens, donnez-moi des arguments comme des avocats, et on va aller en procès. Et on va essayer de voir si les arguments peuvent nous convaincre un juge, et le public est le juge, pour savoir si, oui ou non, il y a réellement des soucoupes volantes, puis au-delà de ça, des extraterrestres. Bon. Alors, comment un gars qui a étudié sur le terrain, qui a étudié des cas, des témoignages, qui a fait des... qui a côtoyé il faisait partie du UFO Québec, là, justement, qui a côtoyé les grands pionniers de l'ufologie. Il a viré son capot de bord, il a viré sa chemise, son manteau. Et radicalement. Ben oui. Et j'ai pu lire les articles de Claude Macduff dans la revue Les Sceptiques du Québec, et puis, en effet, il n'était plus du tout ufologue. Mais avec l'extrait qu'on vient d'entendre, moi qui l'avais jamais entendu, tout comme Ferguson, c'est tellement agréable parce que à les avoir étudiés, avoir entendu tellement d'histoires sur ces personnes, puis là, finalement, de les voir dans les archives exclusives de Richard Glenn, c'est un voyage dans le temps. Et puis, à l'entendre, on voit bien que Claude Macduff était très informé, ça on le savait, il connaissait beaucoup sa matière, et puis, à l'époque, il était encore du bon côté de la clôture, dans le sens que il n'y avait pas la réponse ultime, mais il continuait à se questionner sur la diversité du phénomène sur laquelle il insistait. Même pendant qu'il était sceptique? Non, avec l'extrait qu'on vient d'entendre. Ah bah oui, c'est ça. Mais un coup, devenu sceptique, tu dis que tu as lu ces articles. Oui. C'est au lieu de se concentrer, comme tout bon ufologue, même si on fait pas d'investigation, au moins concentrons-nous sur les investigations qui se faisaient au Québec. Il y avait plusieurs personnes. Alors, hélas, ces articles sont un petit peu à déplorer de parler des cas qui sont évidemment des canulars. Bon, oui, c'est pas ça qui nous intéresse, évidemment. Ou encore des cas internationaux, alors que pourquoi pas se concentrer sur ce qui se passe au Québec, tu sais. Oui. D'autant plus qu'il y avait eu des bons cas. Ben oui, les bons cas. À son époque, quels étaient les bons cas? Moi, il me semble le cas de Mme Malbeuf, c'est un bon cas. Je pense qu'il y a eu connaissance de ça. Il y en a, effectivement, il y en a plusieurs. Oui, parce qu'il y en a eu des très bons par après. La place Bonaventure, c'était pas encore arrivé. Sainte-Marie de Mont-Noir. Mais encore là, tu sais, quand on parle comme ça, ou quand que... Il est décédé en quelle année, Claude Macduff? Je sais pas. Tu l'as pas écrit dans ton compendium? Non, j'ai pas fait la recherche nécrologique de chacun. Ah, OK. Bon. Mais t'allais dire? Ouais, je l'ai garé. OK, mais moi, je vais te dire, ça m'a donné un choc quand j'ai appris que Yann Vadnais ziotait les sceptiques du Québec, comme si lui aussi suivait la trace de Claude Macduff. Oui, il m'a inspiré. Alors, on fait l'annonce. J'ai rejoint en tant que membre les Sceptiques du Québec. Alors, j'y vais avec toutes les précautions maintenant parce que ils ont la réputation d'être des bornés, des gens qui veulent strictement pas croire ou même engager le dialogue. Alors, comment moi, qui est si impliqué en ufologie, qui écrit des livres, qui défend des témoignages, comme par exemple l'Humanoïde de Saint-Zénon, tout ça, comment est-ce que je peux me retrouver là? C'est surtout pour deux raisons, mesdames et messieurs. Et puis Regarde, le monde est là. Bon, parfait. Dans la caméra. Je suis content de pouvoir en parler aussi, surtout après ce qu'on vient d'évoquer avec Nenki, que Yann Vadnais s'intéresse à la Terre plane, tout ça, il perd sa crédibilité. Non, au contraire, pour moi, je me transporte dans la spéculation. Ça me dérange pas d'avoir plusieurs scénarios pour expliquer les choses, puis
approfondir mes réflexions. En ce qui concerne les sceptiques du Québec, les 2 raisons sont, d'une part, suivre un petit peu l'exemple de Claude Macdoff qui m'a inspiré, mais surtout établir un dialogue entre cette association qui est faite, c'est quand même son 30e anniversaire. Ils ont publié plus de 90 revues sur toutes sortes de sujets. Alors, j'ai l'intention de publier des articles dans leurs revues qui ne sont pas nécessairement décrédibilisants. Tu parles là, des sceptiques du Québec, là? Oui. Pas le groupement UFO Québec, là? Non, pas du tout. Parce que ça, c'était le groupement dans lequel faisait partie Claude Macdoff. Il y avait des professeurs d'université, il y avait des scientifiques, oui. Des gens très bien nantis intellectuellement. En tout cas, c'était pas des farfelus là, qui cherchaient la trace de soucoupe volante puis avoir le numéro de téléphone pour entrer en contact avec des extraterrestres psychiquement. Là. Ça prenait les... Non, en effet, mais tout comme que j'ai dit tout à l'heure, les butants, eux aussi se sont fait prendre par des canulars puis des choses comme ça. Oui. Ils ont pris l'expérience avec les années. Mais j'espère qu'il n'est pas allé là par un ego trip d'avoir été blessé par les témoignages auxquels il a cru jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il s'était fait berner. Puis qu'à cause de ça, il s'est comme rebellé en se disant, ben moi, là, j'embarque plus dans l'ufologie, puis c'est toutes des affaires de malade. On se le demande. On devine surtout un cheminement personnel, puis à partir du moment, puis il y a plusieurs ufologues qui ont fait ça, on peut en nommer plusieurs, même au Québec, qui, soudainement, ils ont coupé tout lien avec l'ufologie. On peut penser à Jean Thomas, son pseudonyme, qui a écrit deux très bons livres. Oui, et puis maintenant, Synthèse OVNI. C'est ça. Synthèse OVNI et 50 ans de recherche ufologique. Ouais. Alors, ce monsieur-là a aussi tout coupé les liens, puis c'est parmi les meilleurs livres qui ont été écrits. Alors, chacun a un cheminement. Et puis, bien souvent, hélas, le cheminement des ufologues mène à la frustration. Comme que j'ai écrit au début de mon livre, en prenant une phrase de Bernard de Montréal, que prenons garde de ne pas s'écœurer de ce sujet-là qui nous échappe toujours. Ouais. Et puis, il faut laisser le mystère ouvert, puis ceux qui ne peuvent plus supporter que le mystère reste ouvert, qu'après tant d'efforts, après tant d'années, ils n'ont toujours pas la réponse. Et là, ils ferment le rideau. Je pense que c'est ça qui se produit. Oui, c'est ça. Un de ceux qui a été vraiment écœuré, je dirais, c'est justement François Bourbeau. Ça aboutissait jamais. Il se disait un jour, à un moment donné, il va se ruiner financièrement, il va se ruiner de la santé. C'est un homme qui a beaucoup, beaucoup donné, puis hélas, ça lui a rapporté moins. À peu près rien. À peu près rien. C'est incroyable, tu sais. Puis, je vais te dire un exemple. Là. Écoutez, là, mesdames, messieurs, vous allez voir dans mes archives quelque chose d'exceptionnel. Il s'agit de quelqu'un qui a choisi la piste des sceptiques plutôt que d'être un ufologue. Tout de suite, il a été ramassé par les grands médias. Il est devenu célèbre. Oui. Et vous allez le reconnaître dans quelques instants. Alors là, il représentait... Il était un porte-parole des sceptiques du Québec. Très officiellement, vous allez le reconnaître. D'ailleurs, dans son nom de famille, il y a le mot, les lettres UFO. J'avais jamais vu. Alors, on retrouve Jean-René Dufort, porte-parole des sceptiques. Il y a déjà plusieurs années de ça, plusieurs dizaines d'années. On écoute. C'est une règle calculée, ben, qu'on pas dans l'œil. Mais l'amour, chez nous, est régi par cette façon de penser. Quand on se met à peser le pour ou le contre d'une relation, ou qu'on veut des preuves, quand le gars dit qu'il s'y rentre à 4 heures du matin, c'est parce qu'il était au bureau, on demande des preuves, parce que le doute, la méfiance, la peur de se tromper et d'être trompé font partie intégrante de notre culture. Pas celle des humains, la nôtre, ici, là. À l'autre bout du spectre, on a la foi, les croyances et l'intuition. Et ça appartient à des domaines qui n'ont aucune espèce de conséquence sur la bonne marche des affaires. Si tu veux, socially acceptable, politically correct. Parle pas d'intuition, parle pas de croyance, puis parle pas de foi, parle pas de ça. Parce que ça a été récupéré des grandes religions. Les grandes religions officielles et traditionnelles, dépassées pour la plupart, incapables de justifier leur existence au seuil du 21e siècle, ont récupéré la foi et interdisent, sans le dire ouvertement, qu'elle soit appliquée à tout autre objet que leur doctrine. Alors, allez pas dire au cardinal Turcotte que vous avez foi en les extraterrestres,
Vous allez taxer de fanatisme. Vous allez passer dans sa page de Montréal, le Journal de Montréal, qui remplace celle d'Au-delà du réel parce qu'il en voulait plus. Et vous allez vous retrouver au UFO-Land, quelque part dans les Laurentides. Alors, parlez-y pas de ça. L'intuition, pour sa part, bien que glorifiée par plusieurs philosophes, dont Henry Bergson, Gaston Bachelard, pour ne nommer que ceux-là, l'intuition, ça n'a la valeur que d'un chien pisteur. Ça indique la direction, mais c'est la preuve et le fait qu'ils font office de chasseurs et qui bénéficient du crédit d'avoir ramené le gibier. L'intuition, quand on en parle, dans notre culture, c'est tout juste bon. La madame d'Hortense qui a bien dit qu'elle savait que c'était ça. Peut-être même qu'on aura pas mal de réponses à toutes nos questions. Elles seront peut-être différentes de ce à quoi on s'attend, mais je suis disposé à parier tout ce que j'ai, que ces réponses, pourquoi les extraterrestres viennent ici, se logent à l'enseigne de notre évolution en tant que race, en tant que peuple et en tant qu'individu. C'est notre raison d'être en tant qu'esprit incarné. C'est notre seul objectif commun. Et ces êtres y jouent un rôle moteur de première importance. C'est pas ni la raison, ni la science qui nous empêche de l'accepter. C'est la maudite orgueil qui, selon la légende et la mythologie, sera toujours le plus grand péché de l'homme. Merci. Ça vient de se terminer. Le plafond a probablement levé. C'était prévisible. On se souvient de Jean Cazot l'année dernière. Je ne pouvais pas l'arrêter. La conférence, vous l'avez écoutée presque en entier. Pourquoi pas? Je pense que Jean Cazot est l'homme de l'heure pour situer la différence entre l'ufologie d'autrefois, des chercheurs des nuts and bolts, comme on disait, et ceux qui commencent à comprendre que c'est beaucoup plus que simplement une manifestation physique, le phénomène extraterrestre. J'aimerais peut-être attraper quelqu'un au passage à la sortie de la salle, justement quelqu'un ici. Dis-moi donc, comment tu as aimé la conférence de Jean Cazot? Ah, j'ai adoré, adoré. Moi, je suis 220, là, je m'en vais chez nous pleine d'énergie. Puis je suis contente que ces choses-là soient dites. Puis j'ai dit, dis-les à la télévision, puis dis-les partout. Dis-les partout, puis c'est le temps que les gens l'entendent, ça. Ouais, hein? Ah, il est super, il est super. Merci, merci. Alors, il fallait s'attendre à une réaction comme celle-là, je vous le dis. Je pense qu'on n'est plus seul maintenant à parler du phénomène OVNI. Avec une autre vision des choses, au lieu de les attendre dans un laboratoire scientifique, on commence à comprendre que ça rejoint peut-être les gens qui ont une démarche plus spirituelle, beaucoup plus, j'oserais le dire, ésotérique, évidemment. On va essayer de prendre encore quelqu'un d'autre ici au passage. On verra leur réaction. La conférence de Jean Cazot, vous avez aimé? Ah, oui, c'était super. Qu'est-ce qui vous a attiré dans sa conférence en particulier? C'est son ouverture d'esprit. Oui. Absolument, il amène vraiment le monde à réfléchir, là. C'est fantastique. Parfait. Merci beaucoup. Vous avez aimé la conférence de Jean Cazot? Oh, très, oui. Excellent. Vous avez compris qu'on quitte un peu l'ufologie des soucoupes volantes de tôle pour commencer à parler de soucoupes volantes ou de phénomènes extraterrestres plus spirituels? Ah oui, c'est très bien aussi. Oui. J'ai bien aimé ça. Vous n'avez pas peur qu'on perde les deux pieds de sur la tête? Tiens, j'attrape un des sceptiques. Je m'excuse, madame. Je l'attendais. On a parlé de vous à l'occasion dans la conférence de Jean Cazot. Et les gens ici sont très satisfaits de la conférence de Jean Cazot. Vous? Ben moi, Jean-René Dufort, oui. Qui êtes le représentant? Porte-parole des sceptiques du Québec, oui. Bon. Alors, c'est la question? Oui. Alors, la question est de savoir comment vous avez trouvé, vous, la conférence de Jean Cazot? Parce que l'ensemble du public qui est sorti m'a dit que c'était extraordinaire. Ben, j'ai trouvé fortement intéressant d'apprendre que j'étais une coquerelle, quelqu'un qui était un belliqueux, arrogant, prétentieux. J'ai trouvé que c'était assez mégalomane, un peu. On n'a absolument rien appris, malheureusement. J'aurais aimé ça qu'on apprenne des choses sur les recherches que ces gens-là font, les évidences qui sont venues à mettre à jour. Mais non, on a seulement eu droit à une conférence fort intéressante. Dans le fond, monsieur est un orateur fantastique, sauf qu'on n'a rien appris à part que la planète est peuplée d'imbéciles.
qui sont bouchés parce qu'ils ne voient pas ce qu'il y a à voir. Ils cherchent que la soucoupe volante atterrisse dans un laboratoire scientifique. Vous deviez vous attendre, Jean-René, que Richard Glenn n'était pas pour laisser les choses aller comme ça. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il serait grandement temps que l'agent scientifique déborde un peu du laboratoire et commence à aller dans le champ, sur le terrain, et se dire que peut-être s'il y a eu des atterrissages à Sainte-Marie, comment ça s'appelle, là? Sainte-Marie de Mont-Noir, ouais. Justement, là, en banlieue de Marieville, qu'il y a peut-être quelque chose qui dépasse les laboratoires et la compréhension scientifique, et peut-être, comme disait Jean Cazot, ça serait peut-être plus simple là, de se dire qu'effectivement, dans les textes sacrés dits ésotériques, on retrouve la présence de ces initiateurs des temps primordiaux. Pourquoi vous rejetez ça presque systématiquement? Ils sont peut-être venus, mais ils ne reviennent pas là. Ben, c'est pas une question de rejet. Je vais vous donner un exemple parfait. Tout à l'heure, on a parlé d'un implant dans le nez et on a dit, bon, il y a eu des recherches, il y a eu ci, il y a eu ça, et maintenant, c'est la dame qui l'a dans son réfrigérateur chez elle. Pourquoi ne pas c'est qui est allé parler de ça? Le deuxième conférence. Oui, mais je reviens à Jean Cazot. Limitons-nous au message de Jean Cazot qui dit, sortons des laboratoires, sortons des nuts and bolts pour commencer à parler un langage beaucoup plus élevé là, sur le plan de la conscience de l'humanité. Ben moi, ce que j'ai l'impression de comprendre dans le discours de Jean Cazot, c'est que si on pense pas comme lui, on est dans le tort. Moi, je me dis, bon, j'ai une base scientifique, je connais certaines choses et je dois m'appuyer sur certaines réalités pour juger des autres. Et si hors de la science, point de vérité, point de réalisme? Non, pas hors de la science, point de réalisme, mais servons-nous de ce qu'on connaît pour étudier ce qu'on connaît pas. C'est tout. C'est simple comme ça. Ouais. Je vois pas... Alors, je vous pose une question en terminant. Jean-René Dufort, porte-parole des Sceptiques du Québec. Croyez-vous qu'il est possible que des extraterrestres visitent actuellement, présentement, dans les années 70, 80, 90, la planète Terre, la province de Québec? Je crois qu'il est possible qu'il y ait une forme de vie, intelligente ou pas, ailleurs dans la galaxie. De là, savoir s'ils viennent nous visiter, là, c'est une autre question, que c'est un autre pas que je suis pas encore prêt à franchir. J'ai pas encore vu d'évidence assez impressionnante. Une question ou une réponse, là? Une question ou une réponse? Vous dites, c'est pas une question, mais est-ce que c'est une question que vous vous posez? C'est une question que je me pose. Ben oui, je ne veux qu'un sceptique, ça veut être confondu. Un sceptique, c'est pas un borné. On n'est pas les bornés du Québec, on est les sceptiques du Québec. Ce qu'on veut... Donc, vous ne croyez pas avoir suffisamment eu de témoignages, de preuves, d'études sur des terrains, de cas, d'enquêtes qui ont été faites sérieusement, même appuyés par des dossiers scientifiques de laboratoires reconnus, comme l'Université Laval de Québec, qui amèneraient à croire qu'effectivement, il est fort probable, plus probable maintenant que moins probable que des extraterrestres visitent la province de Québec. Je n'ai jamais vu de résultat qui soit capable de me convaincre que oui, il y a une évidence en quelque part. J'ai jamais vu de résultat assez convaincant, assez probant. Non. Non. Alors, Sainte-Marie de Mont-Noir, vous l'avez étudié le dossier à fond? J'y viens. J'étais ce matin sur les lieux encore. On a posé des questions. Ça remonte déjà il y a plusieurs années. Oui, mais vous voyez comment on est tenace, les sceptiques. Oh, oui. Et puis, j'ai encore pas trouvé d'évidence assez impressionnante pour moi. Ben, sur le terrain, quand ça fait déjà 6-7 ans, j'imagine que les traces sont à peu près disparues. C'est comme si quelqu'un voulait retourner sur un accident d'automobile sur une autoroute 7 ans, 8 ans plus tard pour dire « je vais aller voir s'il y a encore des traces ». Oui, mais vous savez comme moi qu'il n'y a pas encore aucune évidence qui permet de conclure de tout doute que ça a été une visite d'extraterrestres. Donc, si on arrête ou on continue? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, à l'Université Laval, le laboratoire qui a analysé le taux d'azote qui était dans le gazon, dans l'herbe, vous l'avez vu, ce dossier de laboratoire? Non seulement je l'ai vu, mais c'était pas du tout ça qu'ils ont vérifié, c'est le taux de chlorophylle. De chlorophylle, je m'excuse. Je suis pas un scientifique, alors on peut m'excuser sur les termes scientifiques, là. Et je peux vous dire que le taux de chlorophylle peut... on a dit qu'il y avait un taux supérieur. Je peux vous dire que le taux de chlorophylle peut varier au fil des saisons. Je peux vous dire qu'il peut varier au fil des semaines. Et je peux vous dire qu'il peut varier selon les... Absolument d'accord. Sauf que là, il a varié suite à des observations de témoins crédibles de quelque chose qui aurait touché le sol ou en tout cas qui se serait déplacé à cet endroit, qui a laissé une trace parfaitement circulaire. Que ça varie, c'est possible, mais que ce soit dans un lieu où c'est parfaitement circulaire, ça vous allume pas des questionnements dans le sens d'une visite. Dans quel sens sont vos questionnements? Mes questionnements, je vais vous donner un autre exemple qui va donner dans le sens du questionnement qu'on se pose les sceptiques. On va parler de l'avènement de peut-être la vie sur Mars. Bon, le scientifique de la NASA a dit quelque chose que nous, les sceptiques, on adore. C'est que je veux tellement que ce soit vraiment
la preuve de vie sur Mars que je vais éliminer toutes les possibilités pour n'arriver qu'à celle-ci. Tant qu'il va en rester 2, je n'affirmerai pas que c'est la vie sur Mars. Et c'est ça, les sceptiques du Québec. On va éliminer toutes les possibilités avant d'arriver à l'évidence que c'est ça. Et tant qu'il en reste plus qu'une, eh bien, on ne conclura pas qu'il y a présence de visites d'extraterrestres. Est-ce qu'on pourrait conclure en se disant que peut-être les ufologues font la démarche inverse, c'est-à-dire que pour eux, c'est d'essayer de trouver toutes les évidences qui tendraient à apporter des éléments de preuve d'une présence extraterrestre, tout simplement. C'est donc voir le même problème en l'abordant par des chemins totalement et diamétralement opposés, mais qui vont finalement finir par aboutir à la même réalité. Je pense que dans chaque ufologue sommeille un sceptique enterré par un peu trop de romantisme, c'est ça. Et dans chaque sceptique, il y a peut-être un ufologue qui souhaiterait beaucoup avoir enfin la preuve. Effectivement. On souhaite, on n'est pas des personnes qui combattent ça. On aimerait beaucoup. Je vous jure, quand on va serrer la main du premier extraterrestre, je vais être à côté de vous pour la serrer. Ça va être simple comme ça. C'est un rendez-vous, mon cher. Quand on parle de Dark Skies, là, avec les bonhommes qu'on voit, avec les grands yeux et tout ça, ça fait partie du folklore ufologique. Bon, on peut donner un exemple parfait. Voyez ça, c'est une très belle photo d'OVNI. Sauf que... C'est un trucage, évidemment. C'est un trucage. Non, on ne le présente pas comme une réalité. Non, je sais, mais elle a l'air vraie. Et si jamais quelqu'un vous dit, regardez, j'ai vu ça dans le ciel... J'ai photographié ça. Selon les sceptiques, ce n'est pas une preuve suffisante pour affirmer que les extraterrestres existent. Non, mais par contre, vous savez qu'il y a eu des cas répertoriés que Dorval, l'aiguilleur du ciel, à ce moment-là, s'appelait M. Dubois, qui ne parlait pas français malgré tout, mais à Dorval, où il nous a confirmé, et ça a été répertorié par UFO Québec dans les années 70, l'atterrissage d'une soucoupe volante en plein sur la ville de Montréal et le départ. Madame Malbeuf en a été témoin, elle a rapporté tout ça, puis avec le contrôleur de Dorval, il a confirmé, donc c'était plus une photo, là. C'était un écran radar. Mais ce qui a été confirmé encore, c'est des échos radars, des ci, des ça, et il y a pas, comment je pourrais dire, ce qui n'est pas expliqué. Ce qui n'est pas expliqué, ça ne veut pas dire que c'est pas explicable. Moi, je dis souvent que les ufologues, souvent dans leurs recherches, font l'erreur de dire c'est pas parce que c'est noir que c'est pas bleu. Et on dit c'est pas un ballon sonde, c'est pas un avion, c'est pas telle chose, donc c'est une soucoupe volante. Non, donc c'est d'autres choses. Le cas de Mme Malbeuf, vous vous souvenez que UFO Québec, M. Marc Leduc, qui est quand même très sérieux, est allé sur le terrain, sur le toit de la maison en face. La neige avait fondu sur un espace en cercle. Et il y avait des traces de pas même, des traces de pas, disons, extraterrestres, parce que les pieds étaient beaucoup plus longs. J'ai vu des traces dans la glace qu'ils avaient conservées. Il y a eu des gens qui attendaient l'autobus au coin de la rue, pas tellement loin, qui ont vu l'OVNI passer dans le ciel. Ça va vous prendre quoi? Que vous soyez là, sur le toit, en train de la voir arriver? Qui a vu l'OVNI, objet volant non identifié. Oui, une masse qui ressemble à ce qu'on voit là, d'ailleurs. Hein? Là, vous me présentez un cas très romancé. Non, très bien. Attendez, pas romancé. Très bien documenté. Moi, je vais vous inverser la question. Est-ce que les ufologues se sont posé la question, est-ce que ça pourrait être une mystification? Est-ce que vous avez essayé de vraiment essayer d'expliquer? Il aurait fallu que M. Dubois, aiguilleur du ciel de Dorval, nous compte un sapin, que Mme Malbeuf, qui est une dame qu'on a reçue sur l'ésotérisme expérimental, qui est malheureusement décédée maintenant, a inventé une histoire de toute pièce qui, comme par hasard, aurait été corroborée par, à la même heure, au même moment, des témoins qui, eux, attendaient l'autobus à l'arrêt d'autobus à quelques coins de rue. Ça ferait beaucoup de monde qui aurait monté une mystification, incluant un aiguilleur du ciel de Dorval. Là. Vous ne trouvez pas que vous en exigez beaucoup? Là? Bien, je vais vous dire que moi, je suis allé au spectacle d'Alain Choquette et qu'il y a 24 personnes qui sont disparues sur... Ouais, mais on sait que ça, c'est tout arrangé par des gens dans une salle. Mais là, on n'est pas dans une salle. Là. Oui. On est en pleine ville de Montréal. Oui. En quelque part, il y a une soucoupe qui atterrit sur un toit de maison. Et en quelque part, à la tour de contrôle, il y a quelqu'un qui, lui, n'a pas de rapport avec eux. D'aucune façon, n'en a jamais eu, puis risque aussi de s'impliquer professionnellement.
Mais si ce cas ici est... Ne comparez pas. Mais si ce cas ici est éloquent, comment ça se fait que c'est pas devenu maintenant de notoriété mondiale que les extraterrestres existent? Moi, je fais... Qu'est-ce que ça prendrait? Expliquez-moi donc qu'est-ce que ça prendrait d'après vous, là, ça prendrait... pour que ça devienne de notoriété mondiale. Ben, je vous retourne la question. Qu'est-ce que ça prendrait, vous, en tant qu'ufologue? Nous, on est convaincus que c'est suffisant. La quantité de témoins, il suffit de quelques témoins pour envoyer quelqu'un à la chaise électrique. On en a des millions de témoins. Donc vous dites que les journalistes ne font pas leur job en rapportant la vraie nouvelle. Ben ça, Jean Cazot l'a très bien expliqué l'an dernier à la conférence, sachant que les journalistes ont une règle d'or à suivre, leur crédibilité. Ils n'avanceront pas une information si elle n'a pas été reconnue officiellement par les autorités. Et là, on n'a pas besoin de se cacher la tête dans le sable pour savoir que les autorités ont trop à perdre que d'avouer qu'il y a des êtres qui se déjouent des forces militaires, qui se déjouent de nos laboratoires scientifiques, qui utilisent la petite psychologie humaine que nous avons pour nous manipuler. Et à ce moment-là, ils aiment autant se retirer en disant « Non, ça n'existe pas, on n'a jamais vu, ça n'existe pas. » Alors ça, c'est facile. Vous voyez que je vous ai donné un cas qui est ici de Montréal. On a des cas qui viennent de partout à travers le monde, aussi crédibles que le cas de Mme Malbeuf, répertoriés par des scientifiques ou par des aiguilleurs du ciel. Ça va vous prendre quoi? On peut-tu en voir un? Voilà, je m'attendais à cette réponse, mon cher. On peut-tu voir un implant? On peut-tu voir un implant? On peut-tu voir une soucoupe? On peut-tu voir un extraterrestre? Alors, à ce sujet, M. Bernard Grade, lui-même biologiste, vous le savez, de l'Université Concordia, a quand même mis la main sur un implant qui, malheureusement, disons que les implants, puis on a un exemple ici, là, celui qui est ici, qui est encore une fois extrait d'un film de science-fiction, donc il ne faut pas croire que là, c'est un vrai, mais c'est le même principe que ça. Mais c'est justement cet implant-là, tout à l'heure, il y a un conférencier qui a dit que présentement, il dormait dans le réfrigérateur de la personne qui l'a eu dans le nez. Oui. Pourquoi ne l'a-t-on pas apporté ici? J'aurais aimé être convaincu et voir de mes yeux vus. J'ai une formation de biochimiste, je suis capable de me rendre compte qu'est-ce qui vient naturellement dans le nez, qu'est-ce qui est naturellement... mon cher, je me charge de vous amener devant le congélateur de la madame, puis on va aller le voir ensemble. Ah là, je vais vous aimer si vous faites ça. Oui, mais vous pourrez peut-être pas l'amener en un endroit pour l'analyser, puis tout ça, malheureusement, s'il faut qu'il le garde congelé, parce que dès qu'il a perdu la température du corps, il faut le congeler, sinon il va se désagréger. Ça s'est vu dans la plupart des cas. C'est ce genre de choses-là que les sceptiques demandent. Vous qui avez ces preuves-là, venez nous les montrer. Nous, on n'est pas fermés à ça. On veut les voir, on veut essayer de découvrir ça fonctionne-tu, ça fonctionne-tu pas, c'est-tu un vrai implant, c'est-tu un faux implant. Et ça nous intéresse. Mais en nous disant, vous êtes bornés, vous voulez rien savoir, vous... Non, mais je parle... C'est une guerre de clocher, dans le fond. Là. Ça amène rien de positif. Mais ça. Nous, on n'est pas en guerre contre personne, on est en guerre contre la vérité. C'est ce qu'on veut voir. Non, contre le mensonge, contre la fumisterie. Vous êtes en guerre contre. On est pour la vérité et en guerre. Je suis un peu mélangé. Oui, avec des ésotéristes comme ça un peu partout. Non, mais vous voyez qu'on reste les deux pieds sur terre, les ésotéristes. Parce que moi, je suis fier d'être ésotériste plutôt qu'ufologue. Parce que je sens que les ufologues essaient de compétitionner la science dans les laboratoires, puis ils peuvent pas parce qu'ils sont très frustrés. Il n'y a jamais eu d'extraterrestre qui s'est présenté en laboratoire ou une soucoupe volante ou une bottine d'extraterrestre. Alors que j'ai compris depuis longtemps que c'est par le biais de l'ésotérisme, pas une secte ou une religion, là. C'est par le biais de la démarche ésotérique, c'est-à-dire qui va derrière les apparences à la source. Essayez de savoir pourquoi. Tu sais, quand on se parlait tantôt du cas de Mme Malbeuf à Montréal, la Lucas Grain, on a raison de se demander... Mais donc, vous allez être d'accord avec moi qu'on ne peut pas bâtir quelque chose sur de simples prétentions. Et ça, c'est malheureusement ce que plusieurs font dans ce domaine-là. On ne peut pas bâtir quelque chose sur de simples prétentions, que ce soit dans le domaine des ovnis, dans le domaine de n'importe quoi qui touche à l'ésotérisme, la voyance, la cartomancie et toutes ces choses-là. Regardez, Jean-René, oui. Et des fois, on achète des choses sur des prétentions. Qui n'achète pas une automobile sur la prétention que c'est la meilleure, qu'elle va durer des années, qu'elle ne rouillera pas? Vous l'avez fait? Je l'ai fait. Oh, alors quel péché pour un sceptique! Je l'ai fait. Et aussi, on peut peut-être aller jusqu'à des fois acheter un terrain en Floride, là. C'est seulement rendu sur place qu'on s'aperçoit que c'est... Non, je ne l'ai pas fait. Parce que vous avez entendu dire qu'il y avait beaucoup de faussaires dans ce domaine. Mais la foi dans les témoignages, prêtez foi à quelqu'un qui, en plus, a des traces au sol,
puis on va vérifier au laboratoire comme à l'Université Laval. Encore une fois, prêter foi ne veut pas dire aussi, il faut comprendre que les gens voient quelque chose et souvent essaient de l'interpréter. Et malgré le respect qu'on a envers ces témoins-là semblent avoir vu quelque chose et forcément vont tenter de l'interpréter. Peut-être qu'ils vont l'interpréter d'une bonne manière, peut-être aussi qu'ils vont l'interpréter d'une manière fausse. Et ce que je vous reproche, c'est qu'on dirait que vous interprétez jamais de la manière où ça pourrait être extraterrestre. Comme c'est banni totalement, alors que tous les textes sacrés, on peut se rapprocher, tous les textes sacrés des peuples anciens, des civilisations anciennes, en ont fait mention. C'est qu'il reste toujours un doute tellement raisonnable qu'on ne peut pas balancer dans le domaine du fantastique comme ça. Pour répondre à des prétentions extraordinaires, ça prend des preuves extraordinaires. Et selon nos yeux, on n'a jamais vu la preuve à la hauteur de la prétention. De prétendre que des extraterrestres viennent nous visiter ici, vous serez d'accord avec moi que c'est toute une prétention et ça prend toute une preuve pour arriver à démontrer ces choses-là. Savez-vous que je vous relancerai la balle en vous disant que de prétendre que des extraterrestres ne peuvent pas venir ici, sachant leur avance technologique considérable, qui est très logique de croire qu'ils ont une avance technologique, pourquoi pas? Si nous, on est sur la Terre depuis... ça fait 100 ans qu'on a inventé l'aviation. Regardez, on va sur la Lune. C'est pas plus vous et moi. Non, mais scientifiquement, c'est tout à fait logique, rationnel de croire que des civilisations pourraient être en avance sur la nôtre. Oui, on peut. De centaines, de milliers d'années même. On peut dire. Donc, technologiquement parlant, psychiquement, psychologiquement parlant aussi, ce que nous, on pourrait déborder sur le phénomène religieux ou spirituel. Alors donc, je trouve que, pour moi, il semblerait aussi qu'il serait très prétentieux de croire qu'il ne pourrait pas y avoir de soucoupes volantes d'extraterrestres et de visiteurs qui viennent même encore aujourd'hui. Dans les deux sens, on a raison tous les deux. On va être d'accord ensemble que moi, je vais vous concéder que c'est une possibilité qu'on ait des visites extraterrestres. Moi, je suis d'accord à concéder que c'est une possibilité. Sauf que c'est une possibilité tellement minime par rapport à, un, ce qu'on connaît, et deux, peut-être s'ils sont si intelligents, ils ont un système de camouflage de quoi que ce soit absolument fantastique, et nous, on voit rien. Nous, en tant qu'humains, il faut se baser sur quelque chose pour dire on en voit, on n'en voit pas. Alors, écoutez-moi bien, mon cher ami, je vais vous révéler quelque chose, là. Puis là, vous allez avoir de quoi vous tordre de rire dans le futur. Okay. Parce que vous direz, j'ai rencontré Richard Glenn au Congrès ufologique de Montréal, et voici ce qu'il m'a appris. OK. Écoutez bien. Oui, j'écoute. Parce que j'ai eu l'occasion de faire des choses, des événements comme par hasard se sont produits avec des autorités de postes de télévision très importants à Montréal. Mm-hmm. Ils m'ont dit, Richard Glenn, tu prétends être un contacté? Et j'ai dit, oui, à telle occasion, Mont-Saint-Hilaire, rendez-vous, vous verrez quelque chose. Il s'est passé des phénomènes, mais un peu du même ordre que ce que je vais vous conter maintenant, qui s'est produit ici aujourd'hui. Donc, vous avez été ici tout l'après-midi? Oui, effectivement. Bon. Donc, vous êtes... êtes... 2 heures. Un petit peu en retard. Oui. Et le tout a commencé vers quelle heure? Je sais pas, 2h30, je n'ai pas regardé. C'est ça. Moi aussi, je suis arrivé en retard avec mon équipe technique. J'ai demandé à l'organisateur principal, M. Christian Page, de retarder un petit peu le début pour que mon équipe technique ait le temps d'installer les caméras, qu'on puisse filmer le tout, qu'on puisse installer nos décors ici. M. Page dit, ben non, on va suivre l'horaire prévu, n'est-ce pas? C'est normal. Quand on a été complètement prêt, que le dernier poster a été appliqué sur le mur, l'électricité est revenue parce qu'il y avait une panne d'électricité majeure tout le temps que ça nous a pris pour nous installer. Et quand mon technicien en chef a dit « Bon, c'est fait, c'est prêt, on commence », je pourrais répondre à ça que moi, personnellement, pour avoir étudié à l'Université de Montréal, il n'y a absolument rien d'ésotérique là-dedans, parce que les lumières ou les auditoriums ne marchent pas ici. Donc, c'est un classique. Donc, je pense pas, avant de parler d'ésotérisme là-dedans, je parlerais de concierge de l'Université de Montréal. Selon moi, c'est beaucoup plus plausible en maudit sceptique que je suis. Bien, je l'aime, votre réponse. Oui. Elle est tellement rationnelle que moi, je rajoute la réponse de l'ésotériste pour dire qu'à l'Université de Montréal, mais ils sont souvent là aussi, parce qu'ils ont souvent intervenu dans les recherches scientifiques ou dans la démarche rationnelle des humains, et c'est peut-être des fois provoquant comme par hasard, soit des pannes d'électricité ou des circonstances qui font que des choses ne fonctionnent pas comme on voudrait, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut les faire fermer, les lumières, là, présentement? Est-ce que ça marche à volonté ou... Bon, là, ça dépend de leur bonne volonté à eux, n'est-ce pas? On pourrait leur demander, moi, en tant que sceptique, j'aimerais ça être convaincu ce soir, là, puis tout de suite, là, une panne d'électricité. Vous savez qu'elle s'est cassée, l'annonceur en ondes, en plein milieu de la nuit, il était tout seul en ondes, hein, en plein milieu de la nuit, comment est-ce qu'ils les appellent, là, les hommes de nuit, là? Puis il est en ondes.
Il lit les nouvelles, puis il y avait une nouvelle concernant le SETI, le Search Extraterrestrial Intelligence, là, le projet SETI. Puis à la fin de son communiqué des nouvelles, il dit, savez-vous, il dit, on est sur la station la plus forte dans l'émission de la région de l'Amérique du Nord, en ondes. Il dit, probablement qu'ils captent les ondes sur CKAC, pourquoi pas? Alors il dit, hey, les extraterrestres, si vous m'écoutez, je vous salue. Allô, Galaxy, m'entendez-vous? Panne totale d'électricité à l'émetteur, panne totale d'électricité à la station. Ils ont demandé à Hydro-Québec de venir vérifier qu'est-ce qui se passait. Il y avait du courant dans le poteau, de l'autre côté de la rue, et à CKAC, il n'y en avait pas. Ils ont 2 génératrices pour remplacer. La première a étouffé. La deuxième, automatiquement, devait se mettre en marche en supplément, a étouffé. Ils sont restés hors des ondes pendant 5 heures. Mon cher Jean-Marie, je peux te dire une chose, c'est que ça se produit des fois. Il faut peut-être pas tenter, j'allais presque dire le diable par la queue. Donc les extraterrestres existent. C'est ça la conclusion? Non, bon, pas ça, non, mais... c'est toujours non. Attendez, moi, c'est là où on peut dire, donc, les extraterrestres existent peut-être. Peut-être, mais ce n'est pas démontré. Non, mais il y a le peut-être qui est de plus en plus gros, de plus en plus puissant. C'est un tout petit peut-être. Mais encore une fois, il faut se poser la question. Vie ailleurs dans la galaxie, extraterrestres qui viennent disséquer des vaches dans un champ, ça, on a beaucoup de misère avec ça, les sceptiques. Remarquez que le président des États-Unis, on voit un article de journal ici, sans parler de l'autre en haut, mais on va commencer par celui du président des États-Unis, Ronald Reagan, qui était encore président des États-Unis à l'époque. Donc avant l'année 90. Il avait dit dans une des conférences publiques, on l'a sur vidéo, il faut savoir que s'il devait y avoir une menace extraterrestre, le mur de Berlin tomberait probablement et nos différences entre le bloc communiste et le bloc américain s'épongeraient probablement. Et par hasard, peut-être, après cette conférence de Ronald Reagan, le mur de Berlin est tombé et la tension entre le bloc communiste et américain est pas mal diminuée. Oui, mais Ronald et Nancy Reagan consultaient jour après jour un astrologue, alors qu'on sait très bien que l'astrologie ne fonctionne pas du tout. Moi, je douterais fortement des capacités à discerner du paranormal, du normal de M. Reagan. Il ne faudrait quand même pas oublier qu'Albert Einstein, que vous reconnaissez comme grand scientifique, disait lui-même que les extraterrestres, les soucoupes volantes viennent non pas d'un autre monde, mais de la planète Terre, et que ceux qui les dirigent et les pilotent seraient des humains qui ont quitté la Terre il y a 20 000 ans. Les grands scientifiques ne sont pas souvent des grands, comment je pourrais dire, terre à terre. C'est ce qui fait leur qualité, mais c'est ce qui fait aussi leur défaut. Et Einstein était un très bon physicien. Et il y a souvent des très bons physiciens, des fois, autant qui ont des très bonnes idées, autant qui disent des choses un peu spéciales, des fois. Aurez-vous le courage de venir en parler en public si jamais vous êtes témoin personnellement de quelque chose? Oui. Ah, ça, je peux vous dire aujourd'hui, j'ai dit à ma copine, une fois chez moi... le garantissez devant le public. D'ailleurs, j'ai dit à ma copine, elle s'appelle Nadine, j'ai dit, Nadine, je suis le porte-parole des sceptiques du Québec. Bon, OK, tu le sais. Vous endossez très bien le rôle, d'ailleurs. Tu connais mon esprit rationnel et critique. Nadine, si un jour j'arrive en montant les escaliers, je te dis, Nadine, hier, avec mon chien, dans le champ, j'ai vu un extraterrestre et je lui ai serré la main, crois-moi. Parce que... Ben, c'est ça, exactement. Je vous aime bien, parce qu'on vous garde sur la glace, comme on dit. Ben. On m'a déjà dit la même chose, exactement. Ces gens-là qui sont très, très difficiles, hein, j'ai pas dit bornés, là, très difficiles sur les preuves, le jour où la preuve arrivera, ils te serviront au plus haut point à confirmer. Vous voyez, dans le fond, les sceptiques... Ça va servir un jour, même à l'ufologie. Oh, excusez-moi. Ouais. Je vous dis que nous, les sceptiques, on a un esprit critique, mais on n'est pas borné. Si jamais il arrive quelque chose et on est confondu, ça va nous faire plaisir d'être confondu. Écoutez, on offre 750 000 $ à quiconque veut nous démontrer qu'il existe ou qu'il possède un pouvoir paranormal ou des extraterrestres ou quoi que ce soit. Le 750 000 $, il y a beaucoup de gens qui rient de ça, mais c'est de démontrer notre volonté qu'on veut voir et on veut en voir du vrai. Et je vous garantis, je vous promets qu'on va être assez honnête intellectuellement le jour où il va y avoir des preuves satisfaisantes de dire oui, nous avons trouvé. Écoutez, ça va valoir des milliards. Le 750 000 $, c'est des peanuts à côté de la preuve ou de cette possibilité-là. Les miraculés de Lourdes, c'est pas convenable pour qu'ils reçoivent le 750 000 $ puisqu'ils sont suivis médicalement avant. Ils vont à Lourdes, ils sont guéris, ils s'en sortent guéris, puis on revérifie médicalement
Il y en a déjà qui auraient dû le réclamer, j'imagine. Je vous dirais qu'en bon sceptique, on aime faire l'investigation nous-mêmes parce qu'on aime contrôler tous les paramètres. Et c'est dans ce cadre-là qu'on offre le 750 000 $. Nous faisons l'enquête avec la personne et on s'assure de surveiller toutes les possibilités. Si c'est bien beau de croire les gens et de dire ah oui, vous avez démontré ça, donc on vous donne le 750 000, mais si demain matin on fait ça, on va émettre beaucoup de 750 000 $ sous la bonne foi des gens. On aime voir de nos yeux. C'est pour ça qu'on s'appelle les sceptiques du Québec. Oui, c'est ça. Parfait. Et on vous garde sur la glace. Un jour, on aura besoin de votre témoignage. Ça va nous faire plaisir. Merci beaucoup. Merci. Alors oui, Jean-René Dufort venait d'assister à une conférence donnée par M. Jean Cazot, c'est non le moindre en ufologie. Une très bonne conférence de M. Cazot. Toujours des bonnes conférences de Jean Cazot et des bons livres aussi. Mais là, c'est sûr que il était un peu magané, massacré. Mais je pense que avant de devenir sceptique, il faudrait étudier un peu comme toi. Si tu deviens sceptique, tu sais faire la part des choses. Il y a quand même des bons cas en ufologie, j'espère. Es-tu d'accord avec moi? Oui, tout à fait. Bon. Ça, c'est sûr. C'est bien la... Moi, j'ai bien aimé les propos de Jean-René. Ton argumentaire est basé sur le fait que c'est pas parce qu'on a des preuves, c'est pas parce qu'on a des témoins que ça explique tout. C'est toujours quand on s'en va dans les explications, on n'a pas les éléments pour ça. Mais on a au moins les éléments scientifiques pour observer la chose. Peut-être pas en laboratoire, dans les conditions qu'on décide, oui. Mais il y a quand même le laboratoire humain. T'es pas d'accord? Oui, ben c'est ça. Eux, ils rejettent les témoignages, alors que nous, au contraire, on les écoute très attentivement. Ouais. Moi, ce que j'ai surtout vu dans votre conversation entre les deux, c'est un genre de problème linguistique. En bout de compte, est-ce que l'ufologie mène aux extraterrestres ou mène pas aux extraterrestres? Mais en bout de compte, ou en début de compte plutôt, il faut se concentrer sur les évidences, sur qu'est-ce qui est rapporté. Ouais. Sur les évidences, sur qu'est-ce qui est rapporté. Et puis, faire de la recherche à partir de là. C'est sûr que si on connaît pas les cas ou si on se concentre pas sur les cas particuliers, notre discours va rester au-delà des faits. Alors, c'est ça les arguments que Jean-René avait, puis je pense que c'est défendable. Le gars est très intelligent, hein? Alors, il se défendait quand même bien. Sauf que je trouvais qu'il manquait de contenance, de contenu, plutôt, dans l'argumentaire. Oui. On en était encore à un niveau hypothétique, alors que moi, j'arrivais avec des nuts and bolts, là, des traces, tôle et boulons, comme ils disent. Là. Oui. Alors, pourquoi un sceptique va se contenter d'attendre les preuves de laboratoire? T'sais, offrir des milliers de dollars, mais il faut que ce soit dans nos laboratoires. On n'est pas sorti du bois, là. L'extraterrestre qui va aller se présenter dans un laboratoire pour être traité comme un petit cobaye de laboratoire, ça aboutira pas. Mais moi, si j'ai rejoint les rangs des sceptiques du Québec, c'est justement, comme j'ai dit tout à l'heure, pour faciliter ce dialogue-là. Comment ça que d'un côté, on a cette organisation-là prestigieuse auprès des médias, puis de l'autre côté, on a eu plein d'ufologues de nombreux travaux au Québec, mais qu'il n'y a jamais eu de dialogue entre les deux. Alors, si je facilite le dialogue, on va pouvoir présenter non seulement les meilleurs cas du Garpan, mais des autres groupes, et puis même des groupes paranormaux. Ça fait partie de... Paranormaux, là. Ouais, mais c'est ça. Mais tu penses, toi, c'est comme je disais, il est allé chez les sceptiques, puis tout le monde sait ce qui est devenu Jean-René Dufort. Hein? Il est formidable dans son infomane, là. Ben bien oui. sûr. Ça lui a donné un tremplin, puis c'est ça. Comme M. Bourbeau nous disait la semaine passée, c'est drôle comment il y a de personnalités de médias qui ont frôlé l'ufologie. Dans ce cas-ci, c'est un petit peu son cas, lui aussi. Mais je pense pas qu'il arrive jamais en ufologie. Ça serait drôle que lui soit l'inverse des autres, comme toi ou comme Macduff, qui partent... Espérons-le. C'est ça. Lui, c'est un scientifique de laboratoire au début. Oui. Ensuite, sceptique. Et là, peut-être qu'avec certains éléments... Si on lui présente les bons dossiers de la bonne façon, sait-on jamais? Peut-être. Et 2017, il y a des révélations qui s'en viennent très vite, même peut-être avant la sermentation de Trump comme président des États-Unis. Là. Il y aura des déclarations et des révélations qui vont être faites au niveau international, qui vont ébranler, je pense, le scepticisme. Les sceptiques seront confondus Le Père Noël
C'était Michel Noël, son nom. Il demeurait ici à 2 coins de rue de chez moi. Ah. Michel Noël. D'accord. Ben oui. Mont-Saint-Hilaire, ça attire tous les phénomènes étranges. D'ailleurs, Jean Cazot faisait le parallèle entre l'extraterrestre à soucoupe volante et le Père Noël. Les enfants savent que le Père Noël, c'est vrai. Ben oui. On l'a vu dans la parade du Père Il y a Noël. un aspect ufologique au Père Noël, tout comme à la chasse-galerie, n'importe quoi qui relève de la légende ou de la mythologie qui est dans les airs, c'est ufologique en soi. C'est ça, le Père Noël qui vient du pôle Nord, qui est entouré de petits lutins, des petits hommes verts. Ben, c'est ça. Avec la fée des étoiles qui a une baguette magique. Ah oui. Alors, on voit que dans la démarche ufologique qu'on fait, moi, j'ai toujours dit que j'étais plus en ésotérisme, mais pas sceptique. Peut-être qu'un jour, on ramassera tout ce mot monde-là en ésotérisme. D'ailleurs, je regarde Jean Cazot aller, là. Un jour, acceptera-t-il notre invitation de venir ici en studio? Pourquoi pas? Ou au congrès de l'année prochaine, espérons-le. Oui, parce que Jean, je trouve qu'il est rendu à pied joint dans l'ésotérisme. Et malgré tout, il a réservé une bonne place dans ses livres pour parmi ses dossiers les plus solides, parmi les meilleures investigations du Québec. Oui. Et il a parlé d'un cas ufologique américain, d'une dame qui a été amenée en bas dans une base souterraine, etc. Et moi, j'ai 3 heures d'entrevue avec elle, que j'ai pas encore présenté au public, parce que d'abord, elle parle rien qu'en anglais, il faudrait que je traduise tout, c'est très fastidieux. Oui. Mais pour lui, c'est le meilleur cas probant. Ah oui? Oui. Alors, si jamais il se présente en studio ici, Jean, on va en discuter, on va avoir des extraits d'entrevue. Exclusifs. Encore une fois, en primeur. Ah oui, Glenn n'est pas là depuis 40 ans pour rien. Hein. Toi, tu parles des 50 ans de l'ufologie civile du Québec. 50 ans. Moi, il me manque 10 ans pour être 50 ans aussi. Hein. Ouais, mais quand je regarde toutes les archives, toutes les histoires personnelles aussi que tu racontes en privé, c'est là qu'on voit toute l'expérience de Richard Glenn, qui souvent on a voulu justement le refluer en ésotérisme, mais au contraire, Richard, quand on regarde l'ensemble de ces investigations qui ne sont pour la plupart non publiées, en tout cas non de façon formelle, ce que nous publierons, espérons-le, dans les prochaines années aux éditions Garpan, vous allez voir à quel point qu'il y a de nombreux cas, puis en vidéo, c'est ça qui est, c'est ça qui est de ces années-là, c'est le très cas de Mme impressionnant. Malbeuf dont je parlais tantôt, là, c'est unique. Là. Je suis le seul à l'avoir interviewé devant une caméra qu'on a ça réplique, on voit un peu la personnalité de la personne au moment où on l'entend parler et tout ça. Hein, ça compte, ça. Tout à fait. Alors, écoute, as-tu des choses à ajouter? L'émission tire déjà à sa fin. On a fait un bon tour d'horizon de 50 ans d'ufologie civile au Québec avec toutes les approches, les démarches originales qu'on a eues. Oui, puis laissons le champ grand ouvert à des démarches qui pourraient nous sembler, peut-être pas non scientifiques, mais différentes de celles, dans le sens, il y a plusieurs ufologues, plusieurs groupes. Si on n'a pas la même méthodologie, c'est pas grave. Puis s'il y en a qui arrivent avec de nouvelles idées qui nous semblent extraverties, restons ouverts. Si on regarde les dernières années, c'est tellement impressionnant tout ce qu'on apprend. On est loin d'avoir le fond des choses, tant par rapport à l'univers, par rapport à la Terre, encore moins par rapport au phénomène ufologique. C'est ça. On va se donner rendez-vous dans la salle du Club Créé, 16-12, la dernière salle de l'année 2016 du Club Créé. Et là, j'en profite pendant qu'on est à la période de Noël, la fin de l'année. Il y a beaucoup d'abonnés au Club Créé qui prennent pour un an. Ça revient à peu près à 12,50 $ par mois en prenant pour un an. Alors, renouvelez votre abonnement. Je vous le dis, c'est la meilleure manière de nous aider à nous encourager à continuer nos émissions toutes les semaines. Et aussi à organiser des congrès, faire des choses. Je peux vous dire, le congrès qu'on a fait l'année dernière, un dans l'autre, ça arrive kiff-kiff. On fait pas d'argent avec ça, vraiment pas. Mais on fait quelque chose d'original que les gens peuvent voir, peuvent suivre. Et puis, c'est en allant sur la page d'accueil du site régulier d'ésotérisme expérimental, il y a le bon de renouvellement pour le club créé. Oui. Et la nouveauté que tu viens de passer? Non, mais ça, je sais pas si Geneviève le montre, non, mais... À l'écran. Attends, on verrait sur le grand écran ici, justement, dans cette partie qui est là, la zone du club créé. Alors, ça va être disponible le formulaire de réabonnement. Vous pouvez payer par PayPal ou par un chèque au tarif ici affiché.
à l'adresse Club Créé. Et puis, on en parle dans le générique à la toute fin de notre émission. Dernier petit mot. Et là, une chose que Yann nous a proposé, c'est d'aller voir la fameuse conférence de presse qui vient de l'époque du congrès UFO 601. Et tu l'as appelé à la méthode américaine, hein? Le Disclosure. Oui, c'est un nouveau produit. Ça dure 1h25 minutes, comme vous pouvez voir. Il y a 6 autres personnes qui se sont ajoutées, alors 19 intervenants, plus un petit montage initial. C'est, quant à moi, le document qui résume mieux l'année 2016. Autant d'intervenants, ça résume bien notre réussite d'avoir rassemblé des gens qui n'ont pas nécessairement la même opinion. Oui, c'est ça l'idée. Hein? Les gens d'ailleurs nous ont félicité d'avoir fait une variété. Ça n'a pas de l'air d'une église, là, une secte. Là, loin de là. Loin de là, définitivement. Et dans la rencontre avec toi, Alain Niala, qui va prendre sa place ici, ça va discuter de terre plate, de terre creuse. Ça va discuter de bien d'autres choses, à vrai dire. Oui. On laisse le mystère. C'est ça. Tu voulais nous montrer un livre, d'ailleurs, qu'on aura comme invité dans peu de temps, qui se trouve à être le livre de Marc Hubert sur, encore une fois, la science-fiction et l'ufologie. Hein, et l'inquiétant mythe extraterrestre. Je suis très, très fier de ce livre. Tu peux aussi voir de l'autre côté. Très bien édité, avec double couverture de chaque côté. Ouais. Le livre de Marc Hubert, dont il reviendra en studio, est vraiment excellent. Il compare des cas de témoignages d'abductés avec des films de science-fiction. Ils en tirent des réflexions très pertinentes. Donc, ce sera un rendez-vous bientôt dans la salle du Club Créé. Et merci beaucoup, Yann Vadnais. On se retrouve en 2016. Hein? En 2017, c'est vrai. Et en 2018 aussi, faites-en pas. Et tu vas être là pour les 2 congrès dans l'organisation, aussi pour trouver des invités très intéressants. S'il y a des gens qui connaissent des gens intéressants en ESO 701, on les invitera à participer à notre congrès. Il faut avoir une démarche ésotérique qui n'est pas associée à une secte ou à un mouvement religieux quelconque. C'est plus de faire une démarche intellectuelle, j'allais dire spirituelle aussi, ça peut, tu sais. Intérieure, c'est ça le sens de l'ésotérisme. Et puis pour l'automne, ça va être UFO 701 qui va faire la suite de UFO 401, 501, 601, et là, ça va être 701. Le 4e congrès ufologique de Montréal. Ça va être une première au Québec. Et moi, je pense que 2017, qui va être l'année du coq, ça va être une année où il va y avoir des changements majeurs, et on entend le coq chanter au lever du jour. Là. Mais attention, le Christ s'en est servi pour dire, c'est là que le traître va se manifester. Bon. Il a été élu démocratiquement. On s'en reparle. Merci tout le monde. Merci à tous. Yann. Au revoir. Merci. Nous venons d'assister au Vidéorandia de la semaine du samedi 10 décembre 2016, le numéro 50, sur 52 semaines de l'année. À la conception et animation Richard Glenn, les ésotéristes du Nouveau Monde, notre invité Yann Vadnais en studio, du Garpan, et des extraits des archives d'ésotérisme expérimental mettant en vedette Jean Ferguson, Claude McDuff, Jean-René du UFO Fort. Sur le thème « Les pionniers de l'ufologie du Québec ». Ne manquez pas de lire le complément de Gilles Surprenant qui va apporter beaucoup d'éléments complémentaires à tout ce qu'on a entendu aujourd'hui. La version audio en MP3 fournie par M. Jean-François Poulain. Et au montage de l'image, Denis Jean qui a un blog très intéressant sur l'aspect insolite de la planète Terre. À la régie, Spirale, supervision technique, Steve Zuniga. C'était une production Orandia Phoenix. Et dans Orandia TV sur YouTube, dans la liste des vidéos, il y a dans la nouveauté La Genèse du réel par Bernard de Montréal, sur invitation 16-11 du mois de novembre.
Écoutons justement un extrait de cette rencontre qui est disponible sur cette page du site régulier d'ésotérisme expérimental du Club créé, qu'on retrouve aussi sur invitation sur YouTube, dans le canal Orandia TV, sur le thème « La genèse du réel » selon Bernard de Montréal, son premier livre. Du peuple. Mais avec les années, et c'est ce qui se passe présentement, nous verrons que le peuple spirituel québécois deviendra de plus en plus intelligent dans sa spiritualité. Donc, le peuple québécois sera un des premiers peuples sur le globe à comprendre l'invisible, donc à comprendre les lois de l'homme, donc à comprendre la mystification de la spiritualité, pour entrer dans la compréhension objective, réelle de l'invisible, ce qui amènera éventuellement ce peuple, à long terme, à pouvoir se définir comme étant une nouvelle représentation d'une conscience collective sur un plan matériel à l'échelle d'une nation. Pour ceci, il fallut que le peuple soit au début spirituel. Le peuple québécois a beaucoup souffert de sa spiritualité. Ça lui a créé une grande insécurité psychologique. Ça lui a créé un complexe d'infériorité énorme. Donc, l'aspect négatif de cette incarnation va aussi le servir sur le plan positif, dans ce sens que, à partir du moment où l'homme, le Québécois, aura réalisé qu'il vit une très grande proximité avec l'avenir du mental, sa spiritualité qui dans le passé était une forme décadente de spiritualité deviendra une forme croissante d'intelligence déspiritualisée. Et à ce moment-là, le peuple québécois sera un grand peuple spirituel, mais non pas dans le sens mystique, religieux d'antan, mais dans le sens créatif, philosophique, métaphysique, ésotérique, occulte de l'avenir. Ceci est la première partie de 2 de la conférence donnée par Bernard de Montréal lors du lancement de son livre « La genèse du réel ». Il y a dans cette salle du Club créé, salle 16-11 du mois de novembre, extrait des archives d'ésotérisme expérimental, les interventions de François Bourbeau au début des années 80, dont le cas de M. X avec les hypnothérapeutes qui étaient sur place en studio. Le Disclosure, Québec Disclosure, extrait du congrès UFO 601, la conférence de presse qui est gratuite, nouvelle version avec plusieurs intervenants en ufologie du Québec actuellement. Et en 3 parties, si vous vous procurez le billet virtuel, en allant à Club Créé, à l'adresse habituelle, Club Créé, case postale 52 Belleuil, J3G 4S8. C'est peut-être votre moment de renouveler votre abonnement par le formulaire d'abonnement ou alors le formulaire de réabonnement qui est disponible sur la page d'accueil du site régulier d'ésotérisme expérimental. Vous pouvez payer soit par PayPal pour avoir un accès instantané à la salle ou aux salles de votre choix, ou par la poste à l'adresse habituelle Club Créé, case postale 52 Belleuil, J3G 4S8 avec un chèque ou un mandat postal. Voilà le Mont Saint-Hilaire d'où vous parvient cette émission d'ésotérisme expérimental tous les samedis soirs, surtout grâce aux abonnés du Club Créé. Merci beaucoup de votre collaboration et de votre compréhension. C'est un rendez-vous ainsi tous les samedis soirs de 20h à 21h, 21h30 et des fois 22h comme cette semaine. Bonne semaine.